Il marche en parlant et après. Ah non, je vous arrête. Il parle en marchant, ça n'a rien à voir. Si vous le dites, tant qu'il circule, il peut bien causer si ça lui chante. Salut de toi. T'es peut-être pas au courant, mais tu viens d'atterrir sur un podcast un peu particulier. Tous les week-ends, je me lève avant le reste du monde pour aller marcher en forêt en cogitant à voix haute. Et le pire, c'est que j'enregistre tout ça, son et images. Donc si là t'es sur une plateforme d'écoute, n'hésite pas à passer sur la chaîne YouTube pour profiter du paysage et de ma ravissante ganache. Et au fait, moi c'est Basile, mais on m'appelle le B. Maintenant qu'on s'est présenté, tu vas pouvoir écouter Gambade et Gamberge. Allez, j'enfile mes bottes et on peut démarrer. Salut tout le monde, comment ça va ? Alors, bonne nouvelle pour ce nouvel épisode. Je viens de me faire baiser pour la première fois par le fameux risque dont je vous avais parlé d'enregistrer dans le vent en oubliant d'activer soit les micros, soit la caméra. Et là, c'était la caméra. Heureusement pour moi, le destin a fait que je me suis arrêté dans ma lancée parce que tout à l'heure, je passais devant un point où il y avait des tentes qui étaient posées en entrée de forêt. Donc j'imagine des gens à l'intérieur qui dormaient. Et que comme il est quand même 6h et quelques du matin, je voulais pas passer en hurlant s'ils étaient en train de se reposer. Donc du coup, ça n'a duré que 2 ou 3 minutes. C'était cette petite intro formidable que j'étais en train de vous faire, que vous ne verrez jamais du coup. Puisque vous devrez vous contenter de celle-ci, qui est une intro de substitution, qui est peut-être bien moins intéressante ou beaucoup plus intéressante. Non, je plaisante. Mais vous avez compris, voilà, ça fait pas de mal de se faire rappeler qu'à tout moment, ça peut être une cata. Et qu'on est quand même, que je suis quand même béni, entre guillemets, que ça me soit pas arrivé. Là, je crois que je tourne l'épisode 12, dièse 12, donc, entre guillemets, le 13e, et que ça ne soit pas arrivé avant, et pas plus souvent, c'est quand même positif. Donc, je suis en train de vous expliquer que j'étais plein de entre guillemets, que j'avais de l'énergie, que j'étais content de faire ça, que je pense que la météo va être clémente avec nous, et qu'en plus de ça, j'avais échappé de très peu à une situation bien fâcheuse de me retrouver complètement bloqué sur la route en venant. Bref, pas très intéressant, mais à cause d'un phénomène de panne, j'imagine, chez un gros camion qui était devant moi et qui se serait planté devant moi dans un endroit où j'aurais pu absolument rien faire, ni le contourner, ni m'extraire par l'arrière, peu importe. J'aurais été complètement bloqué et si j'ai bien compris, le truc est vraiment tombé en panne juste après qu'on l'ait dépassé, quelques voitures et moi. Donc ça fait plaisir quand ça fonctionne dans ce sens-là et qu'on échappe, entre guillemets, aux galères. Donc, on va pas pinailler 350 ans pour rentrer dans le vif du sujet. On commence à être habitués, vous et moi, maintenant, à ces petites intros interminables. En général, je fais un point météo, je vous fais un point... non, je rigole. Un point énergétique, un point d'actualité. Là, je voulais vous dire que, en gros, ce qui est bien avec les gens comme moi, c'est qu'on se fixe plein de bonnes intentions. Et là, en gros, ça fait donc, je sais pas combien de semaines, mais ça fait beaucoup d'épisodes où je sais que je vais tourner. Je sais qu'il faut que je prépare quelques thèmes pour les approfondir. Alors évidemment, j'ai la chance d'avoir certains d'entre vous qui m'en suggèrent. Et souvent, c'est les mêmes. Quand je dis les mêmes, c'est les mêmes thèmes. Ça m'arrive souvent que plusieurs personnes me suggèrent le même thème, donc je les aborde. Évidemment, j'aborde le thème, etc. Mais du coup, ça crame plusieurs suggestions en un seul coup. Ce que je veux dire, c'est qu'en gros... j'ai pas encore trouvé la méthode pour me préparer à des thèmes à l'avance qui m'inspirent, parce qu'en fait j'ai pas mal de boulot en ce moment à côté, pour pas vous dire beaucoup, et du coup j'ai cette intention, entre guillemets, intérieure, très louable et très saine, mais au niveau action, ça se fait pas. Donc en fait, la plupart du temps, j'enclenche l'épisode et je sais absolument pas de quoi je vais vous parler, et puis c'est quand je suis lancé que ça me vient ou que ça me revient, etc. Mais là, sur la route, comme quoi on progresse, hein. J'avais un truc, d'ailleurs, que j'ai failli oublier à cause de cette ce faux départ, cette première intro qui a été non enregistrée. J'ai failli oublier, mais du coup, sur la route, je pensais à un truc, c'est que c'était sur la route au moment où je me suis garé, et quand j'ai commencé à préparer le matériel, je me disais, c'est fou comme j'ai accéléré le process de montage, d'export, vous voyez, de dérochage. Dérochage, c'est quand on récupère, donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec les termes techniques de la vidéo, c'est quand on récupère donc les images qu'on a tournées sur l'appareil sur lequel on les a tournées, parce que c'est bien beau des vidéos dans votre caméra, dans votre carte mémoire ou dans votre iPhone, mais c'est pas comme ça qu'on va les monter et qu'on va les mettre sur le web, le World Wide Web.
Donc le dérochage, le traitement, le montage, je sais pas moi, la synchro, les exports, etc. Et je me disais, c'est cool parce que hier, du coup, j'ai rattrapé un peu de mon retard et je vais tâcher de confirmer ce rattrapage de retard ce matin, après avoir tourné, même si j'ai pas mal de choses à faire. J'ai rattrapé un peu mon retard de montage, donc aujourd'hui, on est le dimanche, donc vous aurez le plaisir de voir un épisode de Gambas des Gamberges sortir, donc pas celui-ci, pas celui que je suis en train d'enregistrer, évidemment. Ça, ce serait trop beau, mais un ou deux épisodes précédents, enfin qui précèdent en termes de numéros. Et bref, je m'auto-félicitais mentalement de cette progression en termes de rapidité de montage, sachant que depuis quelques épisodes, ou depuis 3 ou 4, je vis une vraie galère qui est, comme je vous l'ai expliqué, hier je crois que je vous l'ai expliqué, les micros que je tiens dans la main ont un problème. Bref, je vais pas refaire le truc à chaque fois, mais ils se coupent à intervalles réguliers, mais pas non plus prédictifs. Enfin, prédictibles, c'est-à-dire que c'est pas... Ils se coupent, ils bouffent une seconde d'enregistrement toutes les environ 1 minute 30 ou 2 minutes. Mais c'est pas exactement 1 minute 30 ou 2 minutes, on sait jamais trop quand ça va tomber. Donc, j'enregistre à 2 micros, comme ça, vu qu'ils tombent jamais, le petit bug ne tombe jamais en même temps sur les 2 micros, bah, j'arrive toujours à colmater. Sauf que du coup, je me tape cette phase de colmatage où, bon, bref, j'ai développé mon process, je vais pas vous raconter ça dans les détails, ça n'a aucun intérêt, mais j'ai un process qui est, alors certes long, parce que bah, j'ai pas le choix, mais qui a augmenté en vitesse de manière assez impressionnante. Et donc, du coup, bah, je perds beaucoup de temps avec cette histoire de micro qui fonctionne mal, mais d'un autre côté, voilà, j'ai pas le choix, donc je le fais, etc. Et du coup, ce matin, quand je me faisais la réflexion, vous allez voir où je veux en venir, hein, parce que là, je sens que c'est un peu long pour vous, mais ce matin, je me faisais la réflexion en me disant, putain, si j'avais plus ce problème de micro, parce que, ah oui, c'est ça, c'est que je pensais à... Là, du coup, j'ai tourné aujourd'hui, et je me tâte à déposer les micros en garantie cette semaine, étant donné que je vais faire un saut à Paris, là où j'ai acheté les micros. Enfin, je fais un saut à Paris pour rien avoir avec les micros, mais je vais pas être loin de là où je les ai achetés, et c'est là où il faut que je les dépose si je les mets en garantie. Mais du coup, je serai privé de micro pour les week-ends à venir. Donc, étant donné qu'hier, je vous ai expliqué, pour ceux qui ont suivi l'épisode qui est sorti hier, qu'il était potentiellement possible et éventuel, en théorie, que Gambas des Gamberges soit en réalité, depuis le début, sans qu'on le sache, mais qu'il se soit révélé à nous-mêmes comme un podcast saisonnier, c'est-à-dire un podcast qui couvrirait la période estivale pour des raisons de logistique, de météo et de capacité à avoir de la lumière suffisante dans une forêt à 6h du matin n'importe où en France ou ailleurs sur le globe. Donc ce serait un podcast qui serait tourné, enregistré, je sais pas, de mai par exemple à octobre. Je vous dis n'importe quoi, hein, c'est pas du tout acté, c'est pas du tout décidé, comme je vous l'ai dit. Ça m'intéresserait énormément de pouvoir designer cette décision et ce pivot, s'il y a pivot, avec vous ensemble. Mais du coup voilà, pourquoi je disais ça? Oui, comme je voulais poser les micros en garantie, mais que d'un autre côté il y avait ce potentiel passage en podcast saisonnier. Donc je vous rassure, si le Gambas des Gamberges devient un podcast saisonnier, ce ne sera pas pour vous abandonner pendant la phase hivernale, pendant l'hiver, pendant la période froide, ce sera plutôt pour produire autre chose du coup. Si on n'arrive pas à faire pivoter le format en respectant son code et son concept, et bah, en fait il n'y a pas besoin de se fracturer la colonne vertébrale, autant dire, bah, il est produit pendant un certain temps, et pendant le reste du temps on fait autre chose, et puis quand les beaux jours reviennent, bam, c'est la nouvelle saison de Gambas des Gamberges, etc. Et après on peut faire les vicieux, je peux faire le vicieux du type... je tourne toujours 2 épisodes par semaine pendant la période estivale, sauf qu'au lieu de les sortir, à la vitesse où ils sont enregistrés à peu près, bah, j'en sors qu'un par semaine, et du coup en étalant avec le nombre d'épisodes vs le nombre de semaines qui passent, bah, ça fera quasiment un épisode qui sort toutes les semaines pendant toute l'année. Sauf que je trouverais ça pas très loyal pour vous. Mais bon, en même temps, voilà, toutes les pistes sont bonnes pour s'améliorer, enfin pas pour s'améliorer, mais pour optimiser un tel pivot que le passage en saisonnier. Enfin bref. Et donc je me disais que j'allais poser potentiellement, comme j'ai énormément de travail dans les semaines qui viennent, je n'ai aucune idée de si je vais réussir à tourner dans les prochains week-ends tellement j'ai du boulot qui s'accumule. Je me disais je vais poser les micros en garantie. Sauf que bah, du coup avec cette question de saisonnier, je me dis est-ce qu'on ne tiendrait pas en serrant les dents très très fort, vu que les process se sont améliorés, est-ce qu'on ne tiendrait pas jusqu'à la fin de la saison, mais en même temps si la fin de la saison est dans 3 mois, je sais pas. Donc je suis complètement dans un dilemme. Je sais pas si je vais laisser les micros en garantie. La première fois où je suis allé leur en parler, ils m'ont dit que ça allait durer 2-3 mois minimum avant que je les récupère.
Ce qui est vachement rassurant quand on a un client qu'on a acheté du matériel qui coûte quand même un certain prix. Et pour le dire très clairement, c'est des gens de la Fnac. Et je trouve que les gens de la Fnac, ils ont un espèce de... Alors, faut pas généraliser, hein. Il y a certainement des gens super. D'ailleurs, j'ai des amis qui bossent à la Fnac, mais ils bossent pas dans les magasins, en fait. Ils bossent pour la Fnac. Mais j'ai toujours vécu... Moi, je vais souvent à la Fnac. J'ai souvent été à la Fnac et à Darty, qui maintenant appartient au même groupe depuis que je suis jeune. Et j'ai toujours trouvé qu'à la Fnac, ils avaient une espèce de... Ils arrivaient tellement à nous faire sentir qu'ils en avaient rien à foutre de nos gueules et que notre problème ou nos besoins ne les intéressent pas. Et là où c'est frappant, alors le pire, c'est dans les rayons livres. Dans les rayons livres, je crois qu'on peut pas faire pire. C'est qu'on a l'impression qu'il faut donner un billet de 100 à la personne pour qu'elle nous lâche un renseignement sans nous cracher à la gueule. J'exagère, hein. Évidemment, moi je fréquente des Fnac dans les très très grandes villes, dans les villes très denses, où à mon avis, ça doit pas être forcément facile tous les jours, mais pour avoir pas mal de potes, d'ailleurs j'ai mon petit frère qui a bossé à la Fnac, pour avoir pas mal de gens qui sont passés par la Fnac, je sais non plus que c'est pas le bagne, la Fnac. Je dis pas que c'est facile ou quoi que ce soit, mais il n'y a pas de conditions qui excuseraient ou qui amorceraient une éventuelle piste de compréhension face à un tel comportement généralisé. C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression d'être à la poste, à la Fnac. Vous voyez, déjà, c'est pas normal qu'à la poste, on ait envie de claquer la moindre personne parce que on vient récupérer un colis qu'on a payé ou que notre expéditeur a payé, mais on a l'impression de déranger, en fait, parce que on sait plus trop, c'est des fonctionnaires, pas des fonctionnaires. Enfin bref, encore une fois, je généralise. Il y a plein de gens qui sont géniaux, qui travaillent à la poste, on les embrasse très très fort, mais ils le savent eux-mêmes, la plupart de leurs collègues sont des mous, et quand on vient dans un bureau de poste, bah on n'est pas, on gagne pas en foi en l'humanité. Puis c'est plutôt l'inverse. Et bah, à la Fnac, alors que c'est une entreprise surprivée et surrentable, on a un peu la même impression. Moi, quand je vais demander si mes petits micros que j'ai payés plusieurs centaines d'euros peuvent être pris en garantie, j'ai un peu l'impression de faire chier le mec. Là où c'est devenu frappant, ce gap d'implication des salariés de la Fnac vs des salariés normaux, c'est quand ils ont commencé à mettre dans les rayons, alors c'est plus à Darty, mais je crois qu'à la Fnac ils en ont aussi, à mettre des espèces d'ambassadeurs de marques, c'est-à-dire des gens qui sont des vendeurs, en fait, des marques très spécifiques. Par exemple, si on prend les téléphones, bah dans les rayons téléphones de la Fnac, ou en tout cas de Darty, il y a les gens de la Fnac avec leur petit gilet là, qu'ils portent depuis 35 ans là. Et il y a des gens avec un espèce de pull et un badge, et en général c'est des gens qui travaillent pour les marques des téléphones, ils travaillent pas du tout pour la Fnac. Eux, ils sont là pour vous vendre leur marque. Et bizarrement, ces gens-là, ils ont beaucoup plus d'entrain, beaucoup plus d'enthousiasme, beaucoup plus de sympathie, beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus d'envie de vous aider. Et détrompez-vous si vous pensez qu'ils sont surpayés par rapport aux gens de la Fnac. C'est juste que eux, en fait, on leur dit de bien faire leur job et qu'ils se font virer s'ils se permettent de penser qu'ils ont le droit d'être mous et d'avoir rien à faire des clients. Donc, entre guillemets, ça va être la fin de mon coup de gueule sur la Fnac, hein, vous avez compris. De toute façon, je resterai client chez eux parce qu'il n'y a pas non plus 30 000 solutions. Moi, c'est un système qui m'a toujours bien convenu. Mais voilà, donc la garantie, vu l'énergie qu'ils m'ont donnée quand je leur ai demandé quel délai ça pouvait prendre, je me suis dit, voilà, si je pose les micros en garantie là, peut-être que je trouverai un moyen d'enregistrer autrement ou quoi, mais j'ai pas envie de me casser la tête et j'ai pas envie, comme on l'a vu dans des épisodes précédents, de baisser en qualité pour rien. Donc si je dois souffrir pendant les phases de montage et rallonger mes process, comme je l'ai fait depuis 4-5 épisodes, là, comme je vous disais, eh ben tant pis, c'est à moi d'encaisser le coup. En tout cas, c'est moi qui assume la décision. Est-ce que je décide de me faciliter la vie parce que j'ai pas le choix, et ça pourrait tout à fait être le cas et tout à fait être légitime sans que qui que ce soit me demande de compte, ou est-ce que j'accepte de subir un peu plus? Tout ça pour revenir à ce que je voulais vous dire au départ, parce que je sais pas où ils érigeront une statue en mon honneur, hein. Donc vous avez bien compris, là je plaisante, mais si un jour on érige une statue à mon honneur, s'il vous plaît, faites que cette statue soit la statue de la digression, hein. Ne les laissez pas me rendre hommage pour autre chose que pour avoir été l'incarnation vivante de la digression. Donc bref, je vous disais tout ça parce que concernant mes process de montage, je me suis affûté, j'ai augmenté ma rapidité, j'ai augmenté ma performance, si j'ose dire, parce que j'ai découpé en process. Et d'ailleurs, je reviendrai sur la notion de process parce que là, en ce moment, je forme des gens dans une école de vente. Donc à la vente, hein, pas forcément au process, même si on sait que les process, il y en a dans tout. Mais j'ai un petit truc que je fais pour que les gens commencent à comprendre l'importance vitale des process, qu'ils soient individuels ou collectifs. Donc je reviendrai là-dessus, hein, vous m'y ferez penser, mais comme vous ne pouvez pas me parler directement à travers la caméra, vous m'y ferez pas penser, comme à chaque fois que je dis vous m'y ferez penser, j'y reviendrai pas. Peut-être que si, on verra. Donc, j'ai augmenté mes process et ma rapidité d'exécution.
Ce qui m'a permis de gagner du temps. Et ce matin, je me faisais cette réflexion-là et je me disais, mais imagine si demain, il n'y a plus de problème de micro. Donc ça veut dire que comme tous les gens qui ont du matériel qui fonctionne bien, une fois que j'ai fini de tourner, je mets tout dans un logiciel. Enfin, je mets tout dans mon logiciel de montage. J'ai juste à synchroniser une fois et hop, c'est nickel pendant tout l'épisode. Et là, j'ai juste à vérifier s'il n'y a pas eu un pépin, s'il n'y a pas eu un petit pet de son, enfin, s'il n'y a pas un gros blanc, s'il n'y a pas les moments où je dois laisser passer un cycliste qui me tue ou quoi que ce soit. Et en gros, moi, je fais confiance à ce que j'ai enregistré et je passe quasiment plus de temps à contrôler les images. Donc en gros, c'est monté et ça peut presque sortir dans la journée. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup plus rapide que si je sais que je vais devoir me poser, travailler énormément sur les bandes son, repérer et détecter. Et ça peut pas se faire rapidement, malheureusement. Les moments où il y a eu ces fameuses petites secondes qui ont été bouffées, donc que ça crée un décalage entre la bande son et la bande audio. Et vu que c'est à peu près toutes les 2 minutes, 3 minutes en moyenne, imaginez, comme je vous le disais, sur 1h45 d'enregistrement, ce que ça donne. Bref, je m'éloigne, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'imaginons que demain, cette contrainte, cette pain, cette douleur me soit enlevée, et ben je me retrouve dans des conditions où en fait ça va 10 fois plus vite. Et c'est là où je veux en venir, c'est au départ, moi je sais pas que je vais avoir ces problèmes de micro, etc. Alors je vous le dis juste, il pleut. Je suis en train de me faire mouiller. C'est pas encore problématique. Ce qui est problématique, c'est que là je suis dans une forêt. Je sais pas si ça se voit à l'image, mais en tout cas vers là où je me dirige, où j'ai aucun abri. C'est-à-dire que les arbres sont pas du tout épais. Le chemin est très dégagé. Et pour aller me foutre sous les arbres, il faut vraiment que je rentre dans la végétation dense. Donc à tout moment, ça s'arrête. Vous connaissez la chanson, vous connaissez la malédiction. Pour l'instant, il n'y a aucune journée où on s'est arrêté totalement de tourner, ce qui aurait mené à l'annulation de l'épisode. Écoutez, il y a un début à tout, mais on souhaite que ce ne soit pas le cas aujourd'hui. Donc je vous disais, si on m'enlève cette contrainte, si on m'enlève cette douleur et cette limite, d'un coup, je reviens à la base de ce qu'aurait dû être mes efforts et mes tâches de post-production, donc de montage. Et sauf que là, ça devient du sucre et ça devient extrêmement facile à assumer, voire quasiment indolore, vraiment totalement indolore, ultra simple, une formalité gérée en 3 coups de clic. Alors j'exagère, mais vous avez compris l'idée. Et ça, c'était vraiment... au début, il n'y avait pas de raison que cette limite me soit mise sur le museau, etc. Ça se passait très bien au début. Les micros ne buggaient pas au début. Ne me demandez pas pourquoi. Quand je venais de les acheter, les premières semaines, il n'y a pas eu de souci. Et pourtant, ces premières semaines, comme j'étais vachement focus sur ce que je voulais faire, je voulais recontrôler les images, je faisais hyper attention, etc. Et pendant ces premières semaines-là, le montage prenait quand même du temps. Et il prenait presque non seulement autant de temps qu'aujourd'hui, alors que là, en plus, je dois gérer cette galère de micro, voire plus de temps. Et donc, où je veux en venir, pour ceux qui n'ont pas encore compris, c'est que quand vous apprenez à faire quelque chose, quand vous commencez que vous souhaitez maîtriser petit à petit, le fait de rajouter de la contrainte, de rajouter de la difficulté au bon moment, et si possible, pas par choix, parce que le truc qu'on se rajoute par choix, déjà, premièrement, il est rarement suffisamment contraignant pour nous pousser à augmenter notre niveau. Je ne dis pas qu'il ne l'est jamais, mais c'est très dur de réussir à s'auto-infliger quelque chose de réellement contraignant, sur le long terme en tout cas. Donc ça, c'est la première raison, pas par choix. Et 2, je sais plus pourquoi. J'allais dire 2, un truc extrêmement pertinent, une pépite, et j'ai complètement oublié. Donc pas par choix, 1, parce que c'est dur de s'auto-infliger une vraie contrainte. Je sais plus. Bref, je sais plus. Et donc du coup, le fait de vous mettre un poids à la cheville, c'est littéralement cette métaphore-là que je vais prendre parce qu'elle est extrêmement simple à saisir pour tout le monde. Vous mettre des petits poids aux chevilles ou un gilet lesté, au début ça va être insupportable, et je vous garantis qu'au début, quand j'ai commencé à me rendre compte que les prises son merdaient et que il fallait tout reprendre, au début c'est une cata. Quand on ne comprend pas l'envergure de l'erreur, du problème, on a tendance à le surestimer. Au final, quand j'ai commencé à comprendre l'intervalle à peu près régulier sans être vraiment des petits bugs, etc., qu'après j'ai fait mes recherches sur le net et que j'ai compris que c'était un problème chronique de ces micros-là, on relativise et on redevient pragmatique. Mais au début, c'était une douille. Au début, j'avais tellement mal quand je voyais le truc et je savais, putain, je passais des heures à chercher la moindre faille dans la moindre seconde de son. Et donc, au début, quand on met cette contrainte, c'est un enfer. En plus, rien ne dit que la manière dont on exécutait précédemment, avant que la contrainte soit mise, était déjà idéale. Moi, la manière dont je montais avant, les épisodes de Gambade et Gamberge, avant que cette galère de micro m'arrive,
ça se passait très bien, si vous voulez, mais je n'étais pas encore au sommet de mes process, etc. De toute façon, je fais ça de manière un peu quand je peux, dès que je peux placer une heure, je fais ça. Enfin voilà, c'est pas forcément un truc où j'ai des créneaux bloqués à l'avance dans mon agenda. Et donc quand cette contrainte arrive, c'est un enfer, ça pique très très fort. Et donc c'est bon signe parce que si ça pique pas, c'est que c'est pas une contrainte. Et par contre, on va finir par arriver au même niveau, normalement si on se bagarre et qu'on travaille, on va finir par arriver au même niveau de maîtrise, entre guillemets, en tout cas d'aisance, de confort, qu'avant que la contrainte soit mise, mais tout en ayant la contrainte. Et ça, c'est mon cas aujourd'hui, parce que en fait, voilà, hier, j'ai mis un gros coup de collier parce que j'ai pu le faire, mais ça m'a pris moins d'1 heure de monter un épisode. Enfin, j'exagère, mais parce qu'il y a peut-être des moments où j'ai recontrôlé les pistes avant que je ne prends pas en compte. Mais ce que je veux dire, c'est que on va finir par rattraper, par recoller le niveau qu'on avait précédemment, tout en ayant absorbé la contrainte. Alors ça, il faut, je pense, s'assurer, peut-être que c'est une théorie bidon, mais je pense qu'il faut s'assurer que c'est bien implémenté, on a bien serré le niveau qu'on prétend s'être donné. Et une fois que c'est fait, à tout moment, si la contrainte disparaît, mais vous savez, c'est comme les sprinteurs qui s'entraînent à courir avec des élastiques qui les retiennent, ou les basketteurs qui s'entraînent à sauter avec des élastiques ou des poids, quand on leur enlève, ils s'envolent, ou ils partent comme des fusées. Et c'est exactement là où je veux en venir. J'aurais pu le faire directement, mais ça m'intéressait de parler une demi-heure avant. Et donc, en gros, je me dis, si demain, j'ai plus les problèmes de micro, mais le montage, ça me prend 5 minutes. Et je veux tout ça pour théoriser un truc un peu bidon, qui a déjà dû être théorisé, en tout cas théorisé, mais abordé par 1 million de mecs avant moi. Quand vous faites quelque chose de bien, dans le sens vous le faites bien, c'est parfois intéressant de se dire, tiens, je vais rajouter un peu de difficulté. Alors comme je dis, ça c'est contradictoire avec ce que je vous ai dit il y a 5 secondes, enfin 5 minutes, à savoir que il faut éviter de provoquer soi-même la contrainte, parce que, alors là je m'en vais parce que c'est là où il y a le pont avec l'autoroute pourrie là. Il faut éviter de s'appliquer soi-même la contrainte parce qu'on est rarement suffisamment discipliné et créatif pour pouvoir s'infliger une limite et une difficulté qui va vraiment nous poser problème. Mais plutôt que de vous donner cette leçon-là, c'est plutôt de vous dire, quand contrainte il y a, voyez ça comme une opportunité tant que vous n'avez pas constaté que ça va être bloquant totalement. Parce qu'évidemment, la contrainte qui vous met à l'arrêt et pour laquelle vous ne trouvez aucune solution, je ne vais pas vous demander de sauter de joie et d'être ravi. Donc voilà où je voulais en venir. Quand une contrainte tombe sur quelque chose que vous faisiez déjà plus ou moins facilement, sans qu'il se passe rien de bizarre, au lieu plutôt que de lutter contre cette contrainte et de la refuser, acceptez-la, entre guillemets, ça fait un peu dev perso, mais embrassez-la, acceptez-la, parce que si vous vous battez suffisamment fort pour réharmoniser vos process derrière et les faire augmenter, je vais devoir arrêter là, je prends beaucoup trop de pus dans la gueule, je vois de l'eau qui coule sur la caméra, je pense que les micros sont trempés, donc je vais arrêter, je suis désolé. Vous avez compris le message, hein. Là c'est une contrainte, mais là le problème c'est que, à part détruire mon matériel, ce qui a déjà failli être le cas, hein. D'ailleurs je sais pas si le bug des micros vient pas de là, c'est ce qui me fait un petit peu peur quand je vais les poser en garantie, qu'ils me disent monsieur, de l'eau dans les micros, enfin voyons, vous êtes un petit peu con vous. Donc je vais arrêter, je suis désolé, je vais retourner à la voiture, de toute façon je suis trempé, j'avais même pas fait gaffe. Ça fait chier, ça me fait beaucoup chier, je vous le dis. J'ai pas envie de péter un plomb devant vous parce que c'est pas le lieu, c'est pas l'endroit, mais ça me casse les couilles. Parce qu'évidemment, je me lève, il n'y a pas de pluie, je me tape la route, etc. Machin, on commence à tourner, il n'y a pas de pluie. C'est toujours pendant qu'on tourne que la pluie arrive, quand on est bien loin de la bagnole, quand on a bien marché pendant 30 minutes. C'est toujours comme ça. Et c'est là où on peut travailler sa force, entre guillemets, de caractère, même si c'est pas le bon mot. Mais c'est à quel point ça nous heurte, à quel point ça nous impacte. Moi, je suis plutôt nerveux, je suis un mec impulsif. J'admire les bouddhistes et les gens qui peuvent se manger un bus dans la gueule et pas broncher. Moi, c'est pas trop mon cas, mais voilà, je travaille dessus. Et là, je vais faire comme si ça me gonflait pas, alors que ça me gonfle littéralement jusqu'aux orteils. Parce que j'ai pas de temps dans ma journée pour refaire les trucs, j'ai pas envie que vous passiez un épisode de merde où je suis juste en train de vous parler de la pluie. Et c'est ce qui est en train de se passer. Pourquoi ? Parce qu'il pleut. Et ce qui me fait vraiment chier, c'est de voir l'eau dans les micros. Okay, donc, j'arrête, je coupe, je vous reprends dans la voiture et j'espère qu'on n'aura pas besoin d'annuler cet épisode. Allez, j'essaie de faire preuve de persévérance pour vous, d'obstination. De toute façon, je suis tellement loin de la bagnole que, quoi qu'il arrive, le chemin sera long. La pluie est toujours là, mais elle s'est légèrement calmée parce que je me suis mis dans un petit coin, il y a un peu plus de végétation. Je ne sais pas si c'est ça qui me sauve ou pas. Dans tous les cas, ça tombe toujours, donc s'il faut que je me réarrête, je me réarrêterai.
Désolé pour le temps que je gaspille à vous parler de ça, mais c'est difficile de rester concentré. Et de toute façon, l'une des limites les plus cruelles de ce format, et ça ne veut pas dire que c'est pas un bon format, mais c'est qu'il dépend de beaucoup trop de facteurs. Et là, je parle pas que de la météo. Évidemment, c'est dramatique qu'ils dépendent des facteurs de météo parce que pour l'instant, on n'a pas encore trouvé quelqu'un qui avait la main dessus. En tout cas, moi, j'en fais pas partie. Mais c'est surtout qu'il va dépendre de mon inspiration, de mon humeur, de mon énergie, de plein de choses. Et ça, non seulement c'est également impacté par les facteurs externes comme la météo. C'est-à-dire que la météo, elle impacte techniquement le format. C'est-à-dire que le format, il s'arrête tout simplement si la météo décide qu'il s'arrête. Mais en plus de ça, la météo impacte mon inspiration, impacte la créativité que je peux avoir. Et donc, c'est une double peine. Et c'est un peu pénible, mais bon, c'est comme ça. Il faut s'obstiner. Donc, très vite, j'essaie de passer à autre chose. Voilà, tout à l'heure, je vous avais dit, faites-moi penser, comme si vous étiez là avec moi dans la forêt, faites-moi penser à vous parler des process et de ce que je fais avec mes élèves en ce moment. Ce que je fais avec mes élèves en ce moment, alors je l'avais testé déjà avec d'autres personnes, mais c'était plus compliqué parce que ce qui m'intéressait là, c'était d'avoir des groupes. Donc là, je vous parle de process. Ce que je veux, moi, c'est que les gens qui n'ont pas encore eu dans leur expérience professionnelle ou personnelle, mais en général, c'est plutôt professionnel, l'expérience et la découverte des process et de leur pouvoir puissent se rendre compte d'à quel point ils sont indispensables dans les process, je veux dire, et à quel point ils sont souvent plus évidents et souvent plus simples à mettre en place que l'on croit. Et que c'est pas une question de complexité, les process. En tous les cas, j'ai rarement rencontré des gens dans ma vie qui se prétendaient spécialistes ou pas, en tout cas expérimentés sur les process, qui me les expliquaient simplement. C'était toujours un truc, une chienlit pas possible. C'était toujours des tiroirs et des tas de trucs à raconter, des trucs complexes du coup. Et alors que pour moi, le but d'un process, non seulement c'est d'arriver à exécuter une action de manière si simple qu'elle pourrait être exécutée par n'importe qui, s'il suit ou si elle suit le process. Mais donc, du coup, pour que le n'importe qui puisse s'appliquer, il faut que les process soient d'une simplicité aberrante. Donc voilà. Et donc, ce que je fais, là, c'est que j'ai des élèves qui peuvent se répartir en équipes de 4-5. Et pardon, je contrôle les micros. Il y a plusieurs équipes. Et tous les matins, avant qu'on commence ce qu'on a à faire, qui n'a rien à voir avec ce que je vais vous expliquer là, mais qui est, donc, comme je vous dis, basé sur la vente, le business development, etc. Tous les matins, je distribue un jeu de cartes. Je donne un jeu de cartes à chaque équipe, qui est un petit jeu, donc un jeu de 32 cartes pour pas qu'on perde trop de temps, qui est plus ou moins dans l'ordre, plus ou moins dans le désordre. De toute façon, chaque équipe va remélanger pour une autre, comme ça tout le monde est sûr qu'il n'y a pas de douille. Pardon, excusez-moi. Comme ça, tout le monde est sûr qu'il n'y a pas de douille. De toute façon, chaque équipe va remélanger avant de donner le paquet à une autre équipe, comme ça, personne ne soupçonne qu'il y ait une douille ou qu'il y ait un avantage ou un désavantage. Et l'objectif, ça va être de trier le jeu de cartes, de me le classer, de me le ranger, dans un ordre qui varie tous les jours, que je donne au dernier moment. D'abord les cœurs, ensuite les piques, puis les carreaux, puis les trèfles. Et puis, est-ce que je veux que les valeurs des cartes soient dans un sens ascendant ou un sens descendant? Pour vous la faire simple, en gros, c'est ça l'idée. Donc rien de sorcier, mais encore une fois, chaque équipe comporte, 4 ou 5 personnes. Et le travail demandé pourrait être fourni par une seule personne. Mais évidemment, ce que moi je leur demande, c'est que 100% de l'équipe soit investie dans le travail. Et donc, c'est aussi parce qu'il n'y a qu'en investissant 100% de l'équipe qu'on arrivera à atteindre la plus... Ah oui, parce que ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est que la première équipe qui a fini gagne, entre guillemets. Donc, c'est un combat contre la montre et contre les autres équipes qui se battent également contre la montre. Et donc, tous les jours, chaque équipe va rajouter du temps à son chrono cumulé depuis le départ. Et à la fin de tout ça, l'équipe qui aura accumulé le moins de temps, qui aura le chrono le moins élevé depuis le début, aura gagné. Parce que ce aura été l'équipe la plus efficace. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est la plus efficace tous les jours. Il y a des équipes qui me font des hauts, des bas, il y en a qui sont plutôt régulières. En plus de ça, s'il y a la moindre équipe qui triche ou qui fait mal le job, alors qui triche, maintenant c'est échec, mais si elle fait mal le job, à savoir, elle va vite, peu importe le chrono qu'elle fait, elle me restitue le paquet, il y a une seule erreur, peu importe laquelle, il y a une carte n'est pas à sa bonne place, c'est pas les bonnes couleurs, le paquet est mal fermé, etc. Hop, il y a une pénalité, et elle se retrouve dernière du classement du jour. Donc, leur classement fluctue énormément. Ce que je veux dire, c'est que le seul moyen d'arriver au chrono le plus court,
c'est d'arriver à exploiter tout le talent et toute la force de travail disponible de l'équipe, des 5 personnes pour ceux qui sont 5, des 4. En plus de ça, il y a des désavantages et des avantages naturels. Il y en a qui sont plus près de mon bureau, donc quand ils ont fini de trier les cartes, ils mettent moins de temps à me les ramener parce que ça fait partie du chrono. Parfois, il y a des erreurs volontaires qui sont glissées dans les paquets. Il manque une carte, elle est dans un autre jeu, il faut aller la chercher. C'est parfois équitable, parfois non équitable. En fait, c'est la vraie vie. C'est comme dans une boîte. C'est les problèmes qui nous tombent sur la tronche. Il n'y a pas un juge et un dieu du jeu qui dit ce problème, cet obstacle ne me semble pas très équitable. Nous allons rectifier ça. Non, quand ça vous tombe sur la gueule, le seul job que vous avez, c'est de régler le problème en comprenant le plus possible la teneur pour pouvoir le régler et pas en prenant 10 ans pour l'étudier, mais il faut quand même vous accorder le temps de cerner ce qui se passe. Bref, donc moi, ce que je veux, c'est qu'ils se confrontent au process. Ça leur permet aussi de comprendre comment on travaille efficacement en équipe, mais je ne vais pas faire le gars qui volontairement a implémenté une théorie derrière pour le travail en équipe. C'est pas tant le travail en équipe que je cherche à développer avec ça, c'est le travail des process. Parce qu'ils sont maîtres de leurs itérations. Donc il y a des équipes qui ont mis quand même beaucoup de temps à comprendre qu'ils pouvaient changer de système tous les jours, parce que moi, je leur ai rien demandé. Hein. Je leur ai pas dit vous faites comme ci, vous faites comme ça. Je leur ai dit voilà ce que je veux comme rendu. Vous êtes tant dans l'équipe, faites ce que vous voulez, démerdez-vous. Si une équipe avait décidé d'utiliser qu'une seule personne, alors ça n'est pas arrivé, mais elle aurait pu. Moi, je m'en fous. Par contre, je vois pas comment elle serait arrivée en haut du chrono, en tout cas comment elle aurait cru pouvoir avoir une chance de vaincre à la fin de toute cette période. Donc, chaque équipe a des styles très différents. C'est très intéressant d'ailleurs de voir comment ça fonctionne. Et pour l'instant, ils n'ont pas compris grand-chose. c'est marrant. Mais parce que on n'a pas encore suffisamment fait de théorie, et c'est là où les gens qui hurlent toutes les 3 secondes en disant non, la pratique, il n'y a que la pratique, et qui sont là à essayer de gifler la moindre personne qui prononce le mot théorie dans leur environnement, en fait non, la pratique c'est bien, mais sans théorie, chacun a sa théorie. Parce qu'en fait, en réalité, ce qui se passe quand il n'y a pas de théorie, il n'y a jamais pas de théorie, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est comme les gens qui parlent que d'exécution, il n'y a pas que de l'exécution. Il y a toujours une idée, sauf que quand on néglige cette petite partie créative ou qu'on néglige cette partie théorique, elle va être compensée de manière individuelle et spontanée, donc avec un niveau assez éclaté au sol pour être très franc. Donc ce que je veux dire, c'est que si vous ne donnez pas de théorie à quelqu'un, que vous enfermez dans un carcan de pratique, il va générer lui-même ou elle-même sa propre théorie dans sa petite tête, sans aucun repère, sans aucune connaissance, sans aucune expertise, sans aucune cohérence. Et donc forcément, ça va influencer son évolution, son comportement, peut-être positivement, peut-être négativement. Mais en tous les cas, vous jouez sur une variable totalement non contrôlée et absolument imprédictible. Voilà, donc je finis cette parenthèse-là, mais aucune des équipes fait la même chose. Et ils mettent du temps à cerner les enseignements. Parce que je ne leur donne pas vraiment non plus. Même si, au début, j'essayais de leur souffler pas mal de trucs. Et puis, ce qui joue contre eux, là, ce groupe dont je vous parle, c'est qu'ils n'écoutent pas beaucoup. Après, on va dire, oui, mais c'est celui qui parle qui doit s'assurer d'être écouté. Non, c'est celui qui écoute qui doit s'assurer d'entendre. Et celui qui entend qui doit s'assurer de ce qu'il est nécessaire d'écouter ou non. Donc, ils n'écoutent pas beaucoup, évidemment. Il y a des très bons éléments qui écoutent et qui sauvent un peu leurs équipes en les forçant. Parce que c'est pas le tout d'être celui qui récolte l'information, qui écoute. Ça va être aussi important d'être celui qui arrive à l'imposer au groupe. Ça, c'est pas forcément évident pour tout le monde. D'ailleurs, ça peut être 2 qualités un petit peu antonymes, un petit peu opposés. C'est-à-dire, ceux qui ont une grande capacité d'écoute ne sont pas forcément ceux qui vont être les plus frontaux, les plus corrosifs et imposants pour amener une idée sur la table. Ça peut arriver, d'ailleurs, j'en ai dans mon groupe qui sont comme ça, qui ont les 2, mais c'est assez rare. Donc, je reviens à ça et je vous dis, ils n'ont pas encore tout compris. Et il y a un truc, alors le premier truc que je voulais leur faire comprendre, c'est que tant que personne ne sait ce qu'il a à faire, c'est forcément la cata. Et la deuxième chose, alors ça c'est leur faire comprendre, au début il fallait leur faire accepter qu'il n'y a rien de prédictible dans ce jeu-là. Je peux décider de mettre la moitié des cartes, je peux décider de foutre le bordel, je peux décider de cacher des cartes dans le faux plafond si je veux, alors je le fais pas, mais vous avez compris, je leur ai pas dit, il fallait pas que je leur dise, il fallait que je leur fasse comprendre que rien n'est acquis dans ce jeu-là, aucune condition n'est acquise, d'ailleurs même je peux changer la consigne, donc la consigne c'est dans quel ordre je veux les cartes, avec quelle couleur, etc. Je peux changer la consigne en cours de tri. Donc ils ont mis le temps, mais ils ont compris qu'il n'y avait aucune manière d'être plus, entre guillemets, prêt, d'être plus apprêté, d'être plus opérationnel qu'une autre équipe avant que ça commence. À part en ayant travaillé ces process, mais les process ne s'exprimeront qu'au moment où le travail commence. Quand le travail commence, là, ils ont mis beaucoup plus de temps à réceptionner les enseignements, bien que j'ai beaucoup soufflé au début, soufflé dans le sens leur essouffler les informations. La première, c'est que si chacun n'a pas une tâche précise, c'est très compliqué.
La deuxième très grosse information que je leur ai fait passer un peu au forceps parce que ça rentrait pas, c'est que une tâche dans un process doit avoir son état le plus simple possible. Dans la mesure, je vais essayer de faire une phrase simple, mais c'est compliqué, dans la limite des ressources disponibles. C'est-à-dire que si vous êtes 2 pour faire 5 tâches simultanées en même temps, c'est ça la version la plus simple possible. Si vous êtes 5 pour faire 5 tâches, c'est ça, vous voyez ce que je veux dire ? Il faut toujours aller au minimum de tâches cumulées, et quand vous pouvez n'avoir qu'une seule tâche à un instant pour une personne, assurez-vous que cette tâche soit dans sa condition la plus simple possible. Par exemple, eux, ils ont tous plus ou moins compris à un moment donné qu'il fallait distribuer les cartes au début. Donc il faut sortir les cartes du paquet, on ne sait absolument pas dans quel ordre elles vont être, et on vient à peine de découvrir dans quel ordre elles vont devoir être rendues. Donc la première étape, évidemment, c'est de sortir les cartes du paquet et de les répartir. Ça, il y en a qui l'ont fait à plusieurs, il y en a qui l'ont fait à un, il y en a qui l'ont fait en mode on fout le truc au milieu de la table et chacun prend la carte de sa couleur. Tout a été tenté. En réalité, ce qu'ils ont fini par comprendre petit à petit, c'est que une personne devait s'en charger pour être intense, parce que de toute façon, si on se dit mais non, on va le faire à plusieurs, rien que l'étape de répartir avant de répartir, c'est déjà une tâche. Donc on perd déjà du temps, on rajoute déjà du process. Une personne répartit avant le tri. Mais du coup, j'ai essayé de leur souffler l'idée que si on veut ramener cette primo-étape de répartition au plus simple de son appareil, au plus simple de sa version, il faut forcément le plus simple quand on répartit, quand on fait un tri, c'est entre deux choses. On ne peut pas répartir en une. Donc c'est bien, pas bien, ou bleu, blanc, ou rouge, noir, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je leur ai soufflé ça 10 fois. Ça a été un peu long, mais il y en a qui ont fini par comprendre que le premier avait tout intérêt à ne répartir que les rouges et les noirs. Donc les piques trèfles et les carreaux cœur, plutôt que de répartir les 4 couleurs. Parce qu'en réalité, les 4 couleurs, ça va demander un temps de gestion et un temps de réflexion qui est beaucoup plus complexe que de répartir rouge ou noir. Et surtout, c'est beaucoup moins instinctif. Alors que le cerveau, il voit du rouge, il faut qu'il aille à droite. Ou il voit du noir, il faut qu'il balance à gauche, c'est beaucoup plus simple. Il y en a qui ont compris qu'en plus de ça, plus les zones de répartition étaient intéressantes au niveau de l'espace, parce qu'il n'y a pas qu'une question de logique, il y a une question aussi de mouvement de physique. Il faut éviter de faire des grands mouvements rallongés. Je leur ai donné la métaphore, vous savez, parfois dans les cauchemars en cuisine ou dans les Top Chefs, etc., les chefs font des corrections, alors, je ne sais pas comment on appelle ça, aux participants, qui se mettent à couper un truc à un endroit, puis ils se déplacent, ils vont verser le truc dans une casserole qui est à 20 mètres, puis après ils reviennent, ils prennent une autre poêle qu'ils vont ramener, enfin vous avez compris, et le chef il leur explique juste, mais pourquoi tu mets pas tout à côté ? Et comme ça tu travailles sur 1 mètre de distance et basta. Et quand ils expliquent ça aux participants, les participants sont là, mais bien sûr, mais oui, mais que c'est limpide, mais parce qu'en fait tant qu'on leur a pas dit, et on est tous dans le même cas, ça n'a pas l'air évident. Donc il y en a qui ont fini par comprendre ça, il faut que dans la primo-répartition, ce soit le plus simple possible, mais qu'il n'ait pas besoin d'envoyer la carte à 16 mètres. Mais il ne faut pas non plus que ce soit trop ramassé, parce que c'est là où on fait des erreurs. Il ne faut pas qu'il ait à balancer les cartes à 2 cm d'écart, parce que sinon ça va finir par se mélanger, et on va devoir faire de la redite, on va devoir faire un doublon d'exécution. Donc je vais pas, alors, parce qu'à tout moment ils peuvent voir cet épisode, je ne sais pas quand il sortira, mais je n'ai pas envie de leur souffler les bonnes réponses, mais ça, la plupart des groupes l'ont compris. Donc vous voyez un petit peu où je veux en venir avec ces histoires de process, etc. Et il y a évidemment plein d'autres enseignements qu'ils ont du mal à cerner, parce que je pense ils font une erreur. Ils ne pensent à ce défi de process que pendant le défi de process. Et là, on vient retoucher un point primordial que j'ai abordé dans de précédents épisodes, et qui du coup va se marier avec, va pouvoir rejoindre le sujet de leur formation, le business development, la vente, etc. C'est le fameux versus entre la pratique et l'entraînement. En fait, si vous ne pensez qu'à la tâche quand vous la faites, il n'y a aucune chance qu'elle progresse, à part via des éléments qui ne dépendent pas de vous, via des éléments extérieurs, si j'ose dire. Je repasse devant les fameuses tentes dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc je vais couper 2 secondes et je vous reprends. La fameuse pratique que tout le monde veut être reine, être déesse dans tous les sujets. En réalité, encore une fois, je lui mets un coup de latte dans le museau. Vous avez bien compris que moi, la pratique, je n'avais rien contre, et qu'elle compose une grande partie de ma vie et de mes progrès. Mais encore une fois, le piège dans lequel on veut vous faire tomber, c'est de vous faire croire qu'elle se suffit à elle-même. Donc, excusez-moi, parce que j'ai pas mal marché entre les 2 prises. Oui, donc, ils ne pensent, mes élèves, à la guerre des process, c'est comme ça qu'on a baptisé ce petit jeu. Ils ne pensent à la guerre des process, je pense, pour la plupart, que pendant la guerre des process, ou alors un chouïa avant, un chouïa après, et peut-être 5 minutes de temps en temps le soir, ils s'envoient un message sur le canal Slack pour rigoler. Et en réalité,
si aucune de ces équipes ne se discipline à travailler ces process, à les penser, à les écrire, à les confronter, et pourquoi pas pour les plus ambitieux, mais je crois qu'il n'y en a encore aucun qui a essayé. Pourtant, je leur ai donné le lien, on pouvait s'acheter ces petits paquets de cartes pour à peine quelques euros, mais vraiment une somme très modique sur Amazon. Si en plus de ça, ils s'entraînaient entre eux pendant les pauses, etc., parce que évidemment, ils ont du temps pour eux, ils sont beaucoup en autonomie et ils ont le temps de faire plein de choses, de jouer. Donc, pourquoi pas jouer à s'améliorer dans la guerre des process, sachant que je ne leur ai pas encore expliqué quoi, mais il y aura quelque chose à gagner. Donc bref, alors évidemment, comme je vous l'ai expliqué, ils sont dans une formation, donc ils sont déjà pas mal submergés de choses à apprendre et tout. On n'est pas non plus sur un niveau de connaissances complexes à assimiler, c'est juste très dense et peut-être nouveau, enfin pas peut-être, c'est très nouveau pour la plupart d'entre eux. Donc ils ont une capacité d'écoute qui est déjà très réduite parce qu'ils sont assez saturés le reste du temps et parce que c'est peut-être aussi fondamental dans leur personnalité, ils sont pas forcément hyper à l'écoute, ils entendent mais ils n'écoutent pas. Et donc toutes les recos que je fais sur les process, etc., il y en a très très peu qui les saisissent. Et pour ceux qui les saisissent, ils ont parfois du mal à les faire implémenter par leur équipe. Il y a une notion à côté de laquelle ils sont complètement passés, je pense, à part certains, en fait tous, alors qu'il y a vraiment certaines équipes à qui je les dis frontalement. En fait, quand je dis un truc à une équipe, je le dis toujours suffisamment fort et à haute voix pour que toutes les autres entendent. Mais il y en a pour qui, si on ne vient pas se mettre à 5 cm d'eux, en les regardant droit dans les yeux et en les touchant sur l'épaule, ils ont l'impression que ce n'est pas intéressant d'écouter. La notion la plus importante pour l'instant à côté de laquelle ils sont passés et que j'ai donnée à l'oral mot pour mot, donc je la redis, du coup, ça si jamais il y a 2-3 d'entre eux qui regardent, parce que je sais qu'il y en a qui sont déjà passés sur ce podcast-là et qui connaissent, c'est qu'il faut un chef. Alors là, évidemment, il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont bondir et qui sont déjà en train de mettre des claques dans leur écran d'ordinateur. Calmez-vous, n'abîmez pas votre matériel. Je sais qu'il y a plein de gens qui pensent qu'on peut vivre dans une société, je m'en fous de la société, mais dans un système, que ce soit entrepreneurial ou autre chose, où tout le monde est content, tout le monde fait ce qu'il veut et ça se passe très bien. Ok, super. Moi, je vous dis que dans un but d'optimiser les process et dans un exercice d'efficacité de performance, non, ça ne marche pas. Le process, vous avez compris, c'est pas sur la même page du dico que le bonheur, l'épanouissement, la lumière de soi, etc. Ok, j'ai rien contre le fait de vouloir être heureux. Je pense qu'on y aspire tous. J'ai rien contre le fait d'aimer mon travail, mais pas non plus de me pousser moi-même au suicide en le faisant. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Par contre, j'ai rien non plus contre les règles. J'ai rien non plus contre un système établi qui va mener à une certaine performance, à certains résultats. Par contre, je suis capable de remettre, en tout cas pour ma part, tous ces systèmes et toutes ces choses en cause si besoin. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que l'espèce de faux mindset peaceful, pas de chef, pas de hiérarchie, tous égaux, ouais, ok, super, ça c'est vraiment des trucs de gens qui n'ont pas eu besoin de faire des choses complexes, difficiles, longues et extrêmement énergivores. Parce que je peux vous garantir que quand il y a besoin de taper dedans, que chacun soit spécialisé sur un sujet et qu'il y ait quelqu'un qui fasse conserver le rythme et les consignes claires dans les esprits de tous, il faut un chef. Sauf que le problème, c'est que c'est le mot qui ne va pas dans la plupart des cas. Et je pense que c'est pour ça que les équipes à qui j'ai soufflé l'idée, même si toutes les équipes ont dû l'entendre, mais ceux à qui vraiment je l'ai dit, j'étais pas subjugué, mais j'étais très étonné qu'ils ne les aient pas implémentés, c'est que ils peuvent pas dire qu'ils l'ont pas entendu. J'étais avec eux quand je leur en ai parlé. Mais c'est que je pense qu'ils ont un problème avec la notion de chef. Ils n'ont pas tous forcément un petit peu les couilles de s'imposer. Et je cherche pas nécessairement à en faire s'imposer une ou un spécifiquement, mais à voir ce que ça va générer comme comportement. Si la personne qui, entre guillemets, est l'auteur du système et du jeu et du défi qu'on est en train de suivre vous dit qu'il faut un chef, c'est pas un piège. À chaque fois quand je leur parle, des fois je suis obligé de leur dire c'est pas un piège, il n'y a pas de piège. Je me dis, quelqu'un d'intelligent essaierait. Pour moi, c'est logique. Surtout que je leur ai fait tout un laïus sur le fait que les gens qui vont le plus loin, au-delà de certaines qualités, comme le fait d'être extrêmement adaptable, etc., et puis d'être brillant et de plein de choses, c'est aussi d'être coachable, entre guillemets. Coachable, ça veut dire, faites confiance aux gens à qui vous avez dit que vous allez faire confiance. Donc quand vous avez quelqu'un qui est celui qui vous donne le renseignement et que vous l'acceptez tel quel, quand il vous donne le renseignement, la consigne ou ce que vous voulez, faites pas juste semblant d'avoir entendu. En gros, ça veut dire appliquer ce qu'on vous a dit, quitte à ce que ce soit un échec. Au moins, si c'est un échec, comme je vous l'ai expliqué, la personne est au courant que ce qu'elle a enseigné n'a pas marché, et vous, vous êtes aussi au courant que ça n'a pas marché, donc vous ne reproduirez pas 2 fois la même chose. Donc en fait, sans vous en rendre compte, vous êtes déjà plus spécialisé.
Mais si ça n'est pas un échec, vous réussissez. Et la plupart des gens ont un problème avec ça, parce qu'ils analysent et ils étudient ce qu'on leur demande. En fait, on leur demande pas d'analyser et d'étudier, on leur demande d'exécuter. Après, on leur demande pas de sauter par la fenêtre non plus. Et donc, du coup, le problème, c'est que le mot chef, c'est un mot qui touche certains égos dans deux dimensions. La première, c'est la dimension du lâche. C'est les gens qui ne veulent pas être chef parce que il y en a certainement qui ont une bonne raison. Mais la seule bonne raison, c'est qu'ils n'ont pas envie d'avoir de problème avec les autres. Ils n'ont pas envie d'être vus comme quelqu'un qui prend le lead, ou ils s'estiment eux-mêmes pas capables de prendre le lead. Donc pour moi, même si c'est un mot qui est méchant, qui est dur là dans ma bouche, il ne l'est pas. Pour moi, c'est vraiment la dimension lâche. C'est j'ai pas le courage d'essayer. La seule personne à qui je tolérerais à peu près cette attitude-là, c'est quelqu'un qui a essayé plusieurs fois et qui a vraiment pris des conséquences dramatiques dans la gueule et qui est encore en train de cicatriser. Mais tous les autres, non. Pour moi, tous les autres sont juste un peu trop mous, un peu trop lâches. Et la deuxième dimension, c'est la dimension de j'ai pas envie qu'il y ait un chef, non seulement parce que moi, j'ai pas les couilles de l'être, etc., et de gérer le truc, mais c'est parce que j'ai pas envie d'avoir un chef. J'ai pas envie qu'on me commande. Sachant qu'ils ont déjà un instructeur qui est le serviteur moi-même, qui leur roule dessus du matin au soir. Et c'est cette double dimension qui font que le chef, c'est quelque chose qui est rejeté. Si j'avais dit leader ou guide ou je sais pas quoi, peut-être qu'il y aurait eu des espèces de réactions ou de comportements différents, ce que j'aurais trouvé absolument risible. Si c'est qu'une question de langage et de vocabulaire, c'est un problème. Mais donc voilà, donc je leur ai fait très clairement comprendre que s'il n'y avait pas un chef d'orchestre, un chef très clairement, qui participe au process, rien ne dit que le chef c'est celui qui fout rien et qui crie sur les autres, sauf s'il décide de l'essayer comme ça, il y a très peu de chances pour que les choses aillent en s'améliorant en termes de performance. En tout cas, les améliorations seront très maigres, seront assez serrées. Et parfois même, la cause de ces améliorations sera quasiment impossible à identifier. Et le chef, je les invite s'il y en a qui passent par là, et si vous, ça vous intéresse, je les invite vraiment à expérimenter. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas encore ce goût de l'expérimentation et d'appliquer ce qu'on leur demande. Et du coup, ils ne peuvent pas se rendre compte que quand quelqu'un assume la responsabilité, quand quelqu'un assume le fait de rester vigilant et d'orchestrer avec son sens de l'observation, ses capacités d'alerte et ses capacités à anticiper les erreurs et à vérifier que les choses sont dans les bons rails, il y a très peu de chances pour battre une équipe qui va le faire. Enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Une équipe sans chef aura du mal à battre une équipe avec chef, à condition que le chef fasse son job correctement. Parce qu'évidemment, le piège, qui n'en est pas un, mais la pente, la plaque glissante quand on met un chef, c'est que le chef ne soit pas le bon et ne soit pas bon tout court. Et que là, pour le coup, évidemment, le risque de nuisance, la capacité de nuisance d'un mauvais chef aura l'air, en tout cas dans les esprits, supérieur à la capacité d'optimisation et de progrès d'un bon chef. Voilà, j'ai un peu du mal à trouver mes mots, vous avez compris. Donc pour l'instant, j'en reste là, parce que si j'en dévoile trop, il y a des petits malins de mon équipe qui vont passer par là et qui vont commencer à picorer des choses, mais en même temps, ce serait pas mal. D'ailleurs, vous savez ce que je vais faire ? Je vais leur souffler que dans cet épisode-là, je parle de ça et je vais voir combien d'entre eux sont allés le voir. Ça, vu que vous serez certainement en train de le regarder, ce truc-là, je vous fais des gros bisous et j'espère pour vous que vous êtes prêts pour les semaines qui nous attendent et les prochains exercices de call, etc. Ça, c'était pour mes élèves. Maintenant, tout ça, c'est très expérimental de mon côté. Moi, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que derrière, je fais un gros job d'analyse et que ça m'aide à augmenter le pouvoir pédagogique de cet exercice-là. Parce que, évidemment, ça fonctionne sur certains. Et là où ça ne fonctionne pas sur d'autres, j'ai le problème qui est que j'ai du mal à identifier si c'est le système que je propose, l'exercice que je propose qui ne fonctionne pas, ou le groupe qui fait que ça ne fonctionne pas. En tout cas, à chaque fois que j'ai ce phénomène où quelqu'un a du mal à comprendre, a du mal à passer à l'action, a du mal à appliquer et à assimiler ce que j'explique, j'ai toujours ce cas de figure où j'ai du mal à comprendre si c'est le groupe qui le dessert ou qui la dessert, ou si c'est vraiment ce que je lui fais passer qui ne rentre pas. Donc je suis obligé de réfléchir à faire des tests et autres. Mais évidemment, c'est un hobby, c'est un petit loisir que je leur propose quotidiennement, c'est pas ma vie, mais mine de rien, c'est un sujet sur lequel j'avance et qui est très divertissant pour moi qui le conçoit et qui l'étudie et qui potentiellement va le faire évoluer. Et c'est marrant parce que dès qu'on applique quelque chose dans un système ludique, dans un système de jeu, ça change complètement la manière d'enseigner et c'est le système lui-même qui fait travailler. Et j'ai presque rien à leur dire. Après, je devrais peut-être leur faire plus de théorie, etc. Mais malheureusement, je ne peux pas empiéter. Enfin, malheureusement, c'est logique que je n'empiète pas avec ce sujet de jeu de cartes qui n'a aucun objectif et aucune vertu pour eux, à part de les
confrontés au pouvoir potentiel des process, que je n'empiète pas sur ce que je leur enseigne vraiment sur le bizdev, la vente, etc. avec ça. Mais j'aimerais beaucoup, si j'avais l'occasion, ce qui me permettrait moi de théoriser et d'arrêter des termes plus précis et de pouvoir vraiment gainer, comme j'aime bien utiliser le terme, mes propos, gainer mes théories, les rendre dépendantes et fluides les unes entre les autres, jusqu'à potentielle obtention d'un résultat. En tout cas, voilà, il y a plein de, comme vous le savez, voilà, il y a plein d'étapes et d'éléments qui me passionnent dans la pédagogie et dans le fait d'arriver à non seulement transmettre un savoir, mais de le transmettre de la manière la plus digeste et efficace et nutritive possible pour l'individu, avec ce fantasme un petit peu de se dire est-ce qu'on ne trouverait pas une version universelle de ce savoir à transmettre pour que n'importe quel individu puisse l'absorber et le digérer instantanément de la même manière, peu importe sa brillance, peu importe sa condition, peu importe son âge, etc. En parlant de ces fameux élèves et de cette fameuse formation donc, que je leur dispense, ça me permet de revenir sur un sujet que pas mal d'entre vous m'envoient en privé à aborder et à détailler, et que j'oublie toujours parce que c'est pas forcément le truc qui me passionne le plus au moment de Gambas des Gamberges, j'entends parce que c'est ma vie quand même, mais qui m'inspire pas le plus de réflexion, c'est du coup comment je gagne ma vie, qu'est-ce que je fais en dehors de ces fameuses formations que je dispense, etc. Alors beaucoup d'entre vous savent parce que soit ils ont vu sur mes différents réseaux, soit parce qu'ils ont eu des amis qui sont passés par moi, ou soit parce qu'ils sont passés eux-mêmes par moi, alors j'aime pas forcément le mot, pas pour la valeur qu'il envoie, mais parce que c'est pas nécessairement le process que moi j'applique, mais on peut dire sans entre guillemets que je coach des sales et des bizdev. En gros, coacher encore une fois n'étant pas le terme le plus adapté, mais on va dire que je rencontre des sales et des bizdev avec une attitude vraiment analytique. Je vais vraiment travailler avec eux sur les points que eux me déclarent comme étant leurs points à améliorer, ou maximiser les points qu'ils me déclarent comme étant leurs points forts, leurs atouts. Ça, c'est pour ceux qui restent un petit peu en surface avec moi, qui peuvent faire que du one-shot, et c'est très bien parce que la plupart du temps, il va y aussi avoir un sujet de motivation, un sujet d'objectif à court terme, et il faut que je puisse appliquer de la valeur à ces gens-là rapidement. Mais la plupart des gens qui passent par moi sont accompagnés un peu plus sur le long terme. Alors, il arrive très régulièrement que ça passe finalement par les boîtes parce qu'il y a déjà une notion d'engagement, de coût, et puis de profit qui sera à la fois un impact pour la personne, le bizdev, le sales qui va passer par moi, mais aussi du coup pour sa boîte, à moins qu'on parle d'un indépendant. Donc il n'y a pas vraiment de raison que ce soit que le bizdev qui s'occupe de ça et qui prenne en charge ça. Et puis sur le long terme, c'est quand même plus intéressant de pouvoir aussi travailler sur son équipe et sur son environnement. Donc il arrive très souvent que des bizdev que je coach en parlent à leur hiérarchie quand ça leur pose pas de problème de déclarer qu'ils se font accompagner par quelqu'un, parce que comme vous l'avez peut-être vu récemment sur un de mes posts LinkedIn, j'ai des clients qui n'aiment pas dire qu'ils se font accompagner, alors que ce soit sur leur sujet bizdev ou sur le yoga, j'en sais rien, mais parce qu'ils ont peur en fait qu'on pense qu'ils sont pas bons, alors qu'en fait c'est le contraire. Moi, quelqu'un qui m'explique qu'il se fait entraîner à l'extérieur de l'entreprise, déjà j'ai l'impression moi si je suis son manager, son responsable, j'ai l'impression moi de pas avoir fait mon taf correctement et d'être redevable. Et je suis reconnaissant à la personne de prendre ses initiatives. Et puis, j'essaye de rentrer dans le cursus d'accompagnement. J'essaie de faire en sorte de mettre aussi ma touche et ma participation à son accompagnement. Et si c'est en passant toujours par le même process d'entraînement avec la même personne, j'amplifie et je mets du budget à dispo, etc. Et si par contre, il y a moyen de faire des choses en interne, de construire des choses en interne, je peux solliciter justement cette personne pour pouvoir construire un système interne qui ne nous obligera pas à passer ad vitam par des prestataires extérieurs. Pour les autres, parce que la personne qui aura eu le courage et l'initiative de se faire accompagner, elle est peut-être isolée, et peut-être que d'autres en ont besoin aussi dans les équipes, mais ne le font pas, parce que ils peuvent aussi n'en avoir rien à faire de ne pas être performants dans leur taf, 2, ils peuvent ne pas en avoir les moyens, et 3, ils peuvent ne pas du tout avoir envie de s'investir eux pour finalement bénéficier davantage à une entreprise qu'à eux-mêmes, même si en soi c'est une erreur, parce que évidemment ça leur bénéficie beaucoup à eux-mêmes d'abord. Donc voilà un peu ce que je fais. En gros, je coach des gens qui vendent, des gens qui prospectent. Et quand je dis que je coach, c'est que le but du jeu, c'est de très vite avoir un impact sur ce qui va et sur ce qui ne va pas. Donc c'est pour ça que le terme coacher ne me convient pas nécessairement. Parce que là où j'ai le plus d'efficacité à l'heure actuelle, c'est évidemment, peu importe que ce soit avec des bizdev ou avec des sales, c'est quand d'abord on fait un premier état des lieux, évidemment, parce que je me méfie quand même énormément du déclaratif. Quand je dis du déclaratif, c'est ce que la personne va me dire elle-même. Attention, je ne suis pas en train de dire que j'estime qu'on se fout de ma gueule et qu'on me ment. C'est juste que je me méfie de la manière dont la personne perçoit elle-même ses points forts, perçoit elle-même ses points faibles, perçoit elle-même ses erreurs, même s'il y a des gens qui ont des énormes capacités de prise de recul et qui sont extrêmement pertinents dans la manière de
d'en parler et de formuler les choses, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a de l'ego, il y a de l'émotionnel, il y a de la pression, il y a de la honte, il y a du syndrome de l'imposteur, il y a de la fierté mal placée, il y a de la mégalomanie, il y a de la grosse tête, il y a tout ce que vous voulez. Et tout ça mélangé fait que, en plus, mélanger à un biais qui est bien connu, qui est qu'on a le biais de supériorité, on a toujours tendance à se penser un tout petit peu plus brillant que les autres, voire beaucoup plus brillant que les autres, la plupart des gens. Donc tout ça mélangé, j'ai appris à m'en méfier. J'ai beaucoup appris à m'en méfier à l'époque où je travaillais pour un mec qui s'appelle David Bernard, qui a fondé une boîte qui s'appelle Assess First, que vous connaissez peut-être sur LinkedIn, qui permet de recruter les gens en se basant sur des résultats de questionnaires qui visent leur personnalité, leur motivation, leur capacité cognitive, etc., plutôt que sur ce qu'ils vont mettre sur leur CV ou sur ce que leur copain va vous dire ou leur ancien manager va vous faire comme recommandation. Je ferme la parenthèse là, mais allez voir Assess First, A2SE2SFIRST.com. Allez passer les questionnaires, vous allez voir, vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous. Pour en revenir à ce que je disais, du coup, je fais, on va dire, un premier état des lieux, parce qu'il y a quand même énormément de bonnes choses à prendre. Et ensuite, là où ça m'intéresse enfin, c'est là où j'essaie d'aller toujours, c'est d'aller constater la matière. Constater la matière, c'est-à-dire, je vais aller écouter des vrais calls, je vais aller écouter des vrais meetings. Échanger avec la hiérarchie, c'est pas forcément tout de suite un point qui va me permettre de déclencher beaucoup de valeur. Mais aller écouter comment bosse vraiment la personne, aller faire un tour sur sa manière de prendre des notes, sur sa manière de donner l'information, sur sa manière de s'organiser, sur sa manière de se motiver, sur sa manière de protéger ses sessions d'appel, sur sa manière de prendre des notes pendant l'appel, sur sa manière de questionner, sur sa manière de faire face aux objections, sur sa manière de plein de choses. Et on parle en plus, évidemment, tout le reste des talents type l'énergie qu'on met dans les appels, la logique de questionnement qu'on a. Enfin bref, je ne vais pas vous rentrer dans le détail du truc, mais tous les paramètres qui font le succès ou l'échec des différentes tâches menées par un sales ou un bizdev au quotidien et qui, cumulés, font que le bizdev ou le sales concerné atteint ou n'atteint pas ses objectifs et donc gagne ou pas l'argent qu'il aurait aimé gagner. Parce qu'on va être très clair là-dessus, c'est des métiers où la capacité, les compétences et le travail de ces capacités et compétences, l'entraînement de ces capacités et compétences, pour qu'elles soient brillantes le jour de la pratique, a un impact immédiat sur la rémunération. Et en plus de ça, au-delà de la rémunération de la personne accompagnée, a un impact immédiat sur le chiffre d'affaires et la santé financière de l'entreprise. Donc c'est un vrai sujet, c'est pas un truc à prendre à la légère. Les entreprises, je passe un message si jamais quelqu'un passe par là, les entreprises qui ne prennent pas la peine de faire accompagner leurs sales et leurs bizdev, j'ai bien dit faire accompagner et pas accompagner elles-mêmes, parce qu'aucune entreprise, à part une entreprise qui vend de la formation pour sales ou bizdev, ne peut se targuer d'être la mieux placée pour accompagner les bizdev et les sales. Et le problème des entreprises aussi, et là vous avez vu, je pars en digression, mais vous inquiétez pas, ça va revenir, c'est que les entreprises ont les mêmes syndromes et les mêmes biais que les individus, et donc, comme les entreprises arrivent à vendre des choses parce qu'elles ont des employés, etc., qui font le score, elles ont l'impression qu'elles sont responsables de ce succès, même si c'est vrai en partie, elles en ont une part de responsabilité, il faut le reconnaître, mais le nombre de paramètres, de facteurs, déjà, le gros du siège de ces facteurs-là repose plus sur l'individu que sur l'entreprise, et sur le produit aussi. Et donc, ces entreprises s'auto-couronnent et s'auto-diagnostiquent, compétentes, en fait, dans l'art de former des sales et des bizdev, et au-delà de les former, parce que les former, ça ne suffit pas, c'est de les continuer à les accompagner et les entraîner pour qu'elles augmentent leur capacité, ce qui devrait être la seule mission d'un sales ou d'un bizdev, augmenter ses capacités. C'est la mission de tous les athlètes, augmenter ses capacités et sa technique et transformer le jour de la pratique. C'est la même chose pour les sales. Donc je ferme cette parenthèse pour les entreprises, mais si vous passez par là et que vous écoutez ce que je dis et que ça n'a pas l'air d'être du martien pour vous et que vous savez au fond de vous que vous auriez vous-même aimé, peut-être que vous n'êtes pas sales ou bizdev, mais peu importe le job, vous auriez vous-même aimé être accompagné, entraîné, motivé, suivi par quelqu'un dont c'est la spécialité pour pouvoir délivrer du résultat dans votre siège, peu importe le poste, dans votre tâche, dans votre job, et être, entre guillemets, rémunéré à la hauteur d'eux. Sollicitez-moi si vous savez qu'il y a des gens qui ont besoin dans votre entreprise. Okay, c'est hyper important. Pourquoi c'est hyper important ? Parce que moi, je ne vais pas simplement, ce que d'autres pourraient faire, et ce serait déjà super judicieux, je ne vais pas simplement venir appliquer du coaching une fois très très fort pendant une matinée et vous faire croire que ça va vous rendre performant pendant 10 ans. On peut faire ça si ça vous branche, parce que évidemment, j'ai des cartes dans toutes mes manches à ce niveau-là. Et puis, il n'y a pas de raison de ne pas s'adapter aux besoins si vraiment il est très défini de votre côté.
Mais l'intérêt, c'est de venir à l'intérieur de l'organisme, d'identifier tout ce qui va, tout ce qui ne va pas, de créer d'abord des systèmes pour très vite pallier à ce qui ne va pas et augmenter, en tout cas permettre à ce qui va d'optimiser le reste, et ensuite de créer un système pour que ça reste pérenne sur le long terme. Pérenne dans le sens learning curve, dans le sens continuer à monter en compétences pour que les systèmes soient autonomes. Après, il est toujours bon, là il y a encore 3 semaines, je refaisais un saut chez un ancien client que j'ai fini de traiter il y a à peu près 8 mois, c'était 8 mois l'année dernière, enfin, vous avez compris, à l'automne de l'année dernière, à peu près, pour remettre un petit coup et resserrer quelques vis du système qu'on a mis en place il y a 8 mois, et remettre à jour quelque chose, et puis il y avait des nouveaux éléments, donc c'était intéressant aussi de les prendre en main. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas... c'est comme votre santé, en fait. Si vraiment là, c'est la première fois de votre vie que vous décidez d'en prendre soin, il est évident qu'il va falloir faire un sondage très profond, il va falloir faire un bilan complet, il va falloir passer par tous les systèmes d'imagerie, tous les systèmes de prélèvement, etc., etc. Ça va pas être agréable, ça va être long, ça va être complexe. Il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles qui peuvent apparaître à tous les étages. Mais une fois que c'est fait, la matière sur laquelle travailler est tellement importante et tellement précieuse que de toute façon, vous serez que reconnaissant envers vous-même d'avoir fait cet effort-là. Et une fois que c'est fait, les professionnels dont c'est le job de régler les issues, les problèmes que vous avez sur les points négatifs, et dont c'est le job d'augmenter les points positifs pour qu'ils rayonnent, entre guillemets, sur tout l'organisme et qu'ils amorcent des boucles positives, vont pouvoir vous dire quoi faire à court terme, quoi faire à moyen terme et comment faire pour rester à long terme en bonne santé. Jamais un médecin ne va vous dire par contre, si vous voulez rester en bonne santé, faut venir me voir absolument dans 1 mois, sinon vous allez mourir. Enfin, jamais il ne va créer la limite du traitement qu'il vous propose et des conseils qu'il vous propose. Ça, c'était plus des techniques de vieux garagistes à l'ancienne qui trouvaient... vous veniez les voir parce que vous aviez un petit truc dans le moteur. Ça peut être aussi des grosses légendes urbaines, mais j'en connais 2-3, je soupçonne qu'ils fonctionnent encore comme ça. Vous trouviez des petites pannes dans le moteur, ils réglaient la petite panne et ils vous disaient par contre faites attention à ça et à ça parce que ça risque de claquer. Et en fait, ils avaient eux-mêmes amorcé un dégât, eux-mêmes amorcé une future panne, une future cassure. Et évidemment, quand ça vous arrivait, vous preniez la personne pour un expert parce qu'elle avait prédit ce qui allait vous arriver et vous alliez directement droit chez elle pour lui payer quelque chose que vous n'auriez jamais eu à faire réparer. Bref, je m'éloigne, je m'égare. Mais en tout cas, gros message aux entreprises, là j'en ai cette semaine, j'en ai 2. Sans se concerter, c'est marrant, 2 personnes qui sont complètement concurrentes dans 2 boîtes concurrentes de la même industrie, donc évidemment, je garde ça pour moi. Attendez, je coupe 2 secondes. Je vous disais donc 2 concurrents, enfin 2 homologues, 2 personnes qui ont le même job, à savoir des head of sales de 2 boîtes concurrentes de la même industrie et qui m'ont contacté la même semaine. C'est assez drôle, alors à quelques jours d'écart, sans du tout se concerter. Et ce qui était drôle, c'est qu'ils avaient ils disaient les mêmes choses et ils avaient déjà la même humilité face à une situation problématique de leurs 2 côtés, à savoir que ils ont de plus en plus de juniors dans leurs équipes de business development, mais qu'ils ont de plus en plus de mal à faire monter les juniors en compétences. Quand je dis du mal, c'est pas qu'ils n'ont pas la capacité, c'est que ils ont beau appliquer les mêmes schémas et les mêmes méthodes qu'auparavant, là où ça fonctionnait avec certains, ça fonctionne de moins en moins. Eux, ils lient ça à la juniorité des bizdev. Et en fait, en creusant avec eux, on se rend compte qu'il n'y a pas qu'une question de juniorité, il y a une question d'adaptation de style. Alors évidemment, la juniorité a un impact, mais c'est pas, elle n'est pas létale pour la réussite. C'est pas genre, ils sont juniors, ça ne marchera pas. C'est ils sont juniors, donc on va faire autrement. Et surtout, on va adapter. Et bref, donc tout ça pour vous dire, je digressais, mais je ne sais plus du tout où je voulais en venir en m'écartant du sujet et en parlant des entreprises. Mais là où il y a le plus de pertinence, c'est du coup quand j'accompagne quelqu'un, qu'on fait un état des lieux, voilà, et que je commence à rentrer dans le dur de sa pratique. Quand je dis rentrer dans le dur, au début, beaucoup de gens me demandaient, beaucoup de gens, la plupart des gens qui voulaient que j'étudie leur pratique me demandaient de venir en live avec eux, c'est-à-dire être présent pendant leur session de call ou être présent pendant leur meeting. Alors déjà, premier problème, ça implique une organisation. Deuxième problème, ça rajoute de la technique parce que s'il faut que je sois en plus connecté sur le call, vous connaissez les histoires. Et troisième, je ne sais plus combienième problème, le but de ça, c'était qu'ils espéraient avoir en direct des conseils. C'est-à-dire que pendant qu'ils sont en train d'appeler, moi, je leur glisse des petites infos. Vous savez, vous écrivez sur un truc, vous montrez votre mot comme ça en faisant « là, dis-lui ça », etc. Ou vous envoyez un petit message en même temps, parce qu'évidemment, la plupart du temps, c'est pas en présentiel, c'est pas en physique. Et c'était ça un peu ce qui pensait être l'intérêt de me montrer leur pratique, ce qui était déjà compliqué pour eux, parce que ça générait beaucoup de stress pour certains et certaines. Donc du coup, c'est quelque chose que j'ai très vite arrêté de faire,
de cette manière-là parce que en fait, l'événement en lui-même avait l'air pertinent dans ce qu'il pouvait générer comme rendu, comme résultat. Et en soi, tous les paramètres de cet événement faisaient que la seule chose qui m'importait, à savoir leur qualité, leur performance et surtout la transparence dans le sens, le fait que je vois vraiment comment ils pratiquent et comment ils font, disparaît et est complètement neutralisé par ma présence, ce que eux attendaient de moi en même temps en pensant que j'allais, entre guillemets, délivrer une botte secrète à tout moment pendant le call qui allait faire qu'ils allaient signer 2 millions. Je caricature, mais vous avez compris. Du coup, tout change, tout était beaucoup trop déformé et mal impacté par ça. Donc, encore une fois, c'est un peu comme, je fais toujours cette métaphore-là, mais c'est un peu comme Cauchemar en cuisine. Quand le chef de Cauchemar en cuisine, donc Philippe Etchebest, arrive dans un restaurant, on lui a planté un décor, il déchiffre un peu ce qu'il peut en commençant par manger dans le restaurant, il se fait des idées, mais il sait qu'il peut avoir des surprises et il peut se faire de fausses idées. Et puis, il va découvrir la cuisine, il va parler avec les gens. Et là encore, il augmente un petit peu sa découverte et ses idées, mais il sait qu'il n'a encore pas vu la réalité. Et donc, pour s'assurer de voir la réalité avant d'appliquer ou non ses capacités, ses pouvoirs d'expert, il va faire un service blindé, c'est ce qu'il fait systématiquement. Donc, il va remplir le restaurant pour mettre les restaurateurs en condition d'être en salle complète et de voir comment ça fait quand des soi-disant professionnels bossent et qui sont complets. Et c'est là qu'évidemment, la plupart du temps, ressort la vérité. Quand il y en a un qui s'était montré tout doux, tout mignon, alors qu'en fait, c'est une pourriture avec ses collègues, c'est quand la salle sera complète que ça va être vu, etc. etc. Évidemment, ce n'est pas que des choses négatives. Il en ressort aussi d'énormes choses positives. Et au-delà du négatif, du positif en ce qui concerne les individus, ce qui est hyper intéressant, c'est d'avoir une lecture viable, une lecture valable de ce qu'on peut améliorer et de ce qu'on peut amplifier qui se passe déjà bien et parfois des petits mouvements un peu de rectification qui vont juste réaligner quelques trucs qu'on fait extrêmement bien mais pas pile dans le bon axe, etc. etc. Et ça, c'est mon job et c'est ce qui me passionne et j'ai un vrai goût pour l'analyse et la correction constructive. Il y en a qui disent la rectification pédagogique, mais corriger un comportement qui soit est vraiment négatif, soit est déjà extrêmement sain et qui délivre déjà du résultat, c'est extrêmement tendu si on ne peut pas se baser sur une analyse fiable. Par contre, c'est extrêmement puissant quand on peut se baser justement sur des faits concrets qui nous permettent d'avoir des diagnostics et du coup des mouvements de rectification valables. Et ça nous permet aussi de mieux l'expliquer à la personne qui va devoir porter cette modification, parce qu'encore une fois, moi, si mes clients, si les sales et les bizdev que j'accompagne ne décident pas d'appliquer ce que je leur recommande, il ne se passe rien. Alors heureusement pour moi, ils viennent de leur plein gré, personne ne les envoie de force, ce qui peut être le cas d'autres intervenants où c'est la boîte qui t'oblige à aller faire ceci ou faire cela. Et quand vous venez de votre plein gré, la plupart des gens que j'ai, ils crèvent d'impatience d'appliquer ce qu'on va leur recommander. Et pour retoucher ce que je vous disais tout à l'heure avec mes élèves, eux, pour le coup, là, les clients dont je vous parle sont extrêmement coachables. Pas forcément tous au même niveau, mais dans le sens où ils vont se laisser faire. Et tant pis s'il y a des choses qui marchent moins bien ou mieux que certaines autres, ils vont continuer à se laisser faire et à être coachables, à être pas malléables, mais coachables. Ça veut dire on est là pour découvrir ensemble quel va être le meilleur moyen de faire fois X sur les résultats. Et pour ça, il faut passer par tout un tas de processus différents, dont certains vont être des succès immédiats, dont d'autres vont être des échecs immédiats, mais dont la plupart vont demander un peu de temps et un peu d'itération. Avec de la résistance face à soi, dans ma posture, avec de la résistance face à soi venant de l'élève, entre guillemets, du client, c'est quasiment impossible à mener. Et la plupart des gens qui se font accompagner, sachez-le, pas par moi, parce que aujourd'hui, j'ai de la chance déjà, parce que j'ai des gens vraiment cool qui me sollicitent, mais aussi parce que j'ai mis en place une petite manière d'écarter les profils que j'estime être des non coachables, parce que j'ai vraiment pas de temps à perdre avec ça. J'ai pas du tout envie de m'engager avec quelqu'un pour pas que les vrais résultats soient délivrés. Et même si c'est malgré moi, c'est-à-dire que même si ça vient pas de mon fait, ça vient plus du fait que la personne en face va pas du tout appliquer, va pas du tout se soumettre, c'est pas le bon mot, mais en tout cas jouer le jeu. Je préfère pas avancer en fait, parce que ça m'intéresse pas de rentrer dans ce type de relation-là. C'est ni une question d'oseille, ni une question de volume de clientèle, je m'en fous littéralement. Il y en a un qui m'a proposé, ça m'a fait bizarre d'ailleurs, j'ai pas du tout trouvé l'approche saine. C'était avant l'été. Il y a une personne, qui me contacte pour que je l'accompagne, problématique pure sales. Assez haut niveau de sales, etc. Je sens qu'on est sur quelqu'un qui a tout vu, qui a tout compris et qui en fait est en train de vouloir se faire accompagner pour dire à son patron, dans le but de demander une promotion en fin d'année, parce qu'il m'a expliqué tout son projet, qu'il a tout fait pour mettre les chances de son côté et être le meilleur. En plus de ça, on parle d'une promotion pour devenir manager.
Encore une fois, hein, vous le verrez souvent passer sur mes posts, etc. Le fait d'être manager n'a rien à voir avec le fait d'être top performer quand on est sales. Moi, si j'ai un top performer sales, mon job, c'est pas de le rendre manager. Au contraire, c'est de le garder top performer sales, mais de décupler ses résultats et son bien-être dans mon entreprise. Maintenant, s'il se trouve que le top performer sales est un manager en puissance et qu'il me fait savoir qu'il en a ras-le-bol du sales, ou en tout cas qu'il aimerait bien bouger, là, il y a toute pertinence à aller travailler là-dessus. Coupons cette parenthèse-là. Et donc, il m'explique un peu tout ça. Je comprends très vite qu'il est pas du tout là pour les bonnes raisons, qu'en plus de ça, il a déjà un certain niveau, mais il a deux gros problèmes qui sont liés à son ego, littéralement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de remise en question chez cet individu. Donc ça, c'est pour vous expliquer un peu le profil. Et je sens qu'il n'est pas du tout coachable. Je commence même un peu à le défier, à le gigoter pendant l'appel de découverte, l'appel où je voulais juste voir de quoi il s'agissait. Et je sens qu'il résiste et qu'en plus de ça, je sais pas, tu vois, il veut me montrer que c'est un pseudo-alpha. Alors on est en visio, en contre-plongée avec nos caméras. Bref, on a 2 dégaines de pélican, on ressemble pas à grand-chose. Mais bref, je sens qu'on n'est pas sur quelqu'un qui a envie d'apprendre et progresser, mais plutôt quelqu'un qui veut bâtir un dossier solide pour aller défendre quelque chose. Et ce que je peux totalement comprendre, et je lui souhaite que ça fonctionne. S'il se reconnaît dans ce... Bon, je suis pas sûr qu'il écoute vraiment ces vidéos-là, mais s'il se reconnaît, il comprendra très bien tout ce que je veux dire. Parce qu'il en est très conscient, encore une fois. Et du coup, bref, lui, il était très chaud pour qu'on y aille. Et au final, moi, je lui explique que je suis obligé d'être sélectif, pas pour faire le mec et pour me prendre pour une boîte de nuit hype de Paris, mais parce que j'ai pas un temps extensible indéfiniment, et que le mois où on s'est rencontrés, j'avais beaucoup de déplacements prévus, mais j'avais déjà des gens prévus à accompagner, qui avaient une vraie priorité, qui étaient beaucoup plus sensibles à ce que j'appliquais comme accompagnement, et surtout qui avaient beaucoup plus besoin. Et ça, il a eu du mal à le comprendre, dans le sens... lui, dans sa tête, c'était pas une question de besoin, c'était une question de qui paye. Et il m'a littéralement proposé de doubler le prix. Il m'a dit, moi, je te paye le prix que tu veux. Si tu veux, je te paye x2. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait X heures de coaching avant telle date. Comme ça, voilà. Et encore une fois, il est en train de construire un peu un dossier pour défendre sa cause. Et ce qui est très bien, il a raison de se battre pour lui-même. Et donc voilà, donc évidemment, ça n'a rien changé à ma décision, entre guillemets. Ça l'a pas... Au début, je pense que ça l'a un peu perturbé. Puis au final, il a très bien compris. On s'est quitté bons potes sans aucun souci. Donc voilà, je sais plus où je voulais en venir. Oui, le fait d'être coachable, moi j'ai de la chance, mais c'est surtout parce que je fais l'effort d'éliminer, entre guillemets, les gens avec qui moi ça va pas délivrer les résultats attendus. Et je trouve que c'est juste dans les deux sens, parce que la personne, même si on pourrait la blâmer elle de pas être coachable, de pas être là pour les bonnes raisons, en réalité c'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'on va réussir à lui donner la valeur qu'elle recherche, et si c'est non, il faut pas y aller. Peu importe le prix. Après, bon, quelqu'un qui est pris à la gorge dans son business et qui a, par miracle, un client potentiel qui tombe et qui va lui vendre quand même quelque chose. Écoutez, faites comme vous voulez. Après, il y a une théorie qu'on sort souvent. Alors, je sais pas combien de temps ça fait que j'ai pas mis un jingle dans un épisode, mais vous savez, au pire, il y en a un par épisode et c'est pas très grave, mais c'est une théorie avec laquelle on parle souvent, avec Thomas Rivol. Voilà. Peut-être que la saison prochaine, si jamais Gambade et Gamberge, pour ceux qui ont suivi, devient un podcast saisonnier, on trouvera un autre jingle. En tous les cas, on va faire le bilan en fin de saison du nombre de citations de cet individu que je ne vais pas reciter pour pas vous assassiner en jingle, et on verra comment on peut monétiser ça, comment on peut lui présenter la facture. Et donc cette théorie dont on parle souvent, enfin pas cette théorie, mais cette grande phrase, cet axe, ce point de vue, c'est que parfois il faut vendre aux gens ce qu'ils demandent en y insérant ce dont ils ont besoin. Je répète, il faut leur vendre ce qu'ils veulent, ce qu'ils demandent, en glissant à l'intérieur ce dont ils ont besoin. Parfois, vous essayez de leur faire comprendre ce dont ils ont besoin, et ils vont pas comprendre, et ils vont pas vouloir comprendre, et ils vont résister, et ils vont même parfois insister pour que vous leur vendiez autre chose, à savoir ce que eux veulent, ou alors ils vont passer leur chemin et aller voir quelqu'un qui voudra bien leur vendre ce que eux veulent. Ne leur vendez jamais ce que eux veulent, si ce n'est pas ce dont ils ont besoin. Alors, je refais, pardon. Waouh, il y a moyen de se faire un petit nœud au cerveau de bon matin. Ne leur vendez jamais seulement ce qu'ils veulent, si ce n'est pas ce dont ils ont besoin. Si vous leur vendez ce qu'ils veulent, assurez-vous de glisser ce dont ils ont besoin à l'intérieur. Mais le mieux, c'est quand même de vendre aux gens ce qu'ils veulent quand c'est ce dont ils ont besoin et ce dont vous êtes capable, ce que vous êtes capable de délivrer. Hein, ça peut être intéressant de parler de nous, ceux qui vendent aussi. Si vous n'êtes pas capable de délivrer, tracez votre route, ne leur vendez rien. Donc voilà, je sais plus trop où j'en étais. Donc la constatation de la vraie pratique, de la vérité, ok, comment ça se passe quand on est vraiment dans le dur et qu'on est vraiment en train de pratiquer le métier pour lequel
on est là et pour lequel on veut se faire accompagner pour augmenter ses compétences. Maintenant, quand j'ai mon analyse et que je peux vraiment identifier des très gros leviers, j'essaye de vraiment les séparer les uns des autres, parce que j'ai constaté, en tout cas pour ma part, qu'il n'y avait rien de pire que d'essayer de simultanéiser, de synchroniser plein de points différents à faire progresser. Surtout quand ces points-là sont le plus près des bases, les plus près des bases du métier. C'est-à-dire que quand on est vraiment sur des détails, sur de la nuance, sur de la technique pure, sur de l'avancée, on peut éventuellement faire des rectifications complexes, synchronisées. Et encore, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Mais quand on s'approche des bases, c'est-à-dire quand les choses à améliorer chez un de mes clients concernent vraiment les bases du métier, et c'est 90% du temps le cas, hein, c'est pas du tout... je ne suis pas du tout en train de vous dire, en fait, les gens qui m'approchent, la plupart du temps, ils se prennent pour des anciens, mais c'est des juniors. C'est pas ça, c'est qu'en fait, il y a des choses à rectifier dans les bases, et d'ailleurs, c'est normal qu'elles soient à rectifier, alors que certains ont déjà des années et des années et des années de carrière, et même du score. Hein. Il y en a même qui font déjà des beaux scores, et en tout cas, quand on fait des très gros. C'est qu'en fait, quand on prend mal les bases dès le départ, et qu'ensuite, on développe son jeu, et qu'on développe sa carrière, et qu'il y a les aléas, et qu'il y a les machins et trucs, on a du mal, si vous voulez, à part si on se fait rectifier par la situation, par le métier lui-même, ou par quelqu'un sur notre route, on a bien du mal à se rendre compte qu'en fait, les bases ne sont pas exactement dans le bon axe. Donc, il n'y a pas du tout de jugement de valeur dans ce que je dis, mais la plupart du temps, ça concerne les bases. Et donc, ce que je fais, c'est que je sépare les grands points. Je sépare le plus possible les points distincts. Et là, mon job, c'est vraiment de déterminer. C'est un vrai job de réflexion, mais aussi, il va falloir que j'étudie un peu plus de manière chiffrée comment la personne fonctionne, comment fonctionne son process, ses objectifs sont variables, sa méthode de rémunération, mais aussi son persona, etc. Enfin, il y a plein de choses à voir. Et là, il faut que j'arrive à déterminer, imaginons que j'identifie 3 leviers majeurs, lequel de ces 3 leviers a le plus de patates possible si demain, on travaille fortement et intensément dessus. Si on devait en choisir qu'un, en gros, lequel travaillerait-on en priorité ? Ça, c'est mon job, c'est la partie que je préfère, parce que c'est un peu de la projection, c'est un peu un pari, mais en réalité, quand on commence à connaître le métier et qu'on voit des patterns se reproduire, parce que le métier de business dev et de sales, il est quand même poncé depuis longtemps, sauf si c'est vraiment dans une industrie que je ne connais pas du tout et qui est très spécifique, mais ça m'arrive assez rarement. Voilà, je détermine quel est le levier majeur, je l'explique évidemment à mon client pour qu'il comprenne pourquoi on va s'engager sur cette voie-là. C'est généralement bon signe. Non, c'est un peu de la déduction bête, ça, mais j'aime bien quand mon client résiste au début en se disant « Ah, c'était ce levier-là en fait en priorité, parce que moi j'aurais pensé que c'était autre chose ». Parce que ça me prouve que c'est soit inconfortable pour lui d'aller se mettre à travailler ça, donc que c'est vraiment une douleur, soit que, évidemment, j'étais sur quelqu'un qui avait mal auto-diagnostiqué sa situation, d'où l'absence de progrès, d'où l'absence d'où la présence de stagnation, parce que c'est souvent ce qui vient frapper en premier mes clients, c'est que ils ont eu potentiellement des époques où ça augmentait, et là, en fait, ils stagnent, voire pire, ils descendent. Et après, il y a évidemment des cas où ils sont vraiment en train de descendre, et c'est dangereux, il faut absolument qu'on arrête la descente et qu'on stabilise et ensuite qu'on fasse remonter. Donc bref, j'aime bien quand il y a un petit peu pas de résistance, mais vous voyez un petit peu de « Ah d'accord, bon, ouais, super ». Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme si demain, vous disiez à votre pote « Ouais, vas-y, trop bien, demain, on s'entraîne ensemble », en pensant que vous alliez aller courir un peu autour des champs dans votre patelin, et qu'il arrive avec des kettlebells de 50 kilos, des cordes et des gilets lestés, et qu'il va dire « Voilà, on va faire des burpees et des ateliers jusqu'à vomir, ok ?» Ouais, super. Et comme c'est vous qui êtes à l'initiative du rendez-vous sportif, vous pouvez pas faire la baltringue en disant non, parce que moi je pensais plutôt faire des pas chassés. Vous voyez ce que je veux dire ? Bref, voilà, je fais de l'humour, le soleil se lève, je commence à absorber de la vitamine D. Alors là, ça y est, on a été récompensé. Je vais finir là-dessus sur les bizdev, mais on a été récompensé, on a un ciel bleu autour de nous. En plus, là, je suis dans une zone où c'est très joli, mais vous le verrez pas à l'écran, je vous le montre pas. Je suis pas loin d'une école, c'est pas une école, mais un club de vol. Et donc j'ai des planeurs moi c'est des planeurs qui sont au-dessus de moi. C'est très joli. Bref, donc voilà ce que je fais. Et une fois que j'ai identifié le levier sur lequel on va travailler, on détermine le plan et on travaille. Et là, c'est toute ma passion, c'est tout mon job. C'est là où c'est important d'avoir théorisé des choses qui sont facilement digestes et d'avoir un plan d'action pour s'entraîner. Et encore une fois, la plus-value majeure que j'amène aux clients, c'est la découverte pour la plupart du temps, parce que la plupart du temps, ils ne comprennent pas avant de m'avoir dans les pattes que c'est ça la clé. La découverte de la nécessité de s'entraîner avant de pratiquer. Et d'ailleurs, l'un de mes meilleurs signaux que je suis en train de faire du bon boulot en dehors des performances qui augmentent avec un de mes clients, c'est quand les clients deviennent excités en attendant de pratiquer. C'est-à-dire qu'ils se sont entraînés, on a travaillé ce point-là, on savait que ce mouvement-là, c'était compliqué. Je fais encore les parallèles avec des sportifs, des musiciens, ce que vous voulez. On savait que cet enchaînement-là, il bloquait parce qu'il y avait tel point. On a complètement séparé tel point. On les a travaillés indépendamment.
on les a surtravaillés avec de la difficulté, hein, pour revenir à la métaphore de tout à l'heure, de créer de la contrainte pour qu'au final, le sans contrainte devienne quasiment un geste inconscient. On les a travaillés, maintenant on va les lier, on va les apprendre ensemble, on va les réapprendre ensemble, on va les entraîner. Évidemment, pendant ce temps-là, on est toujours obligé de pratiquer un peu, mais on ne se met pas la pression. Quand on est en train d'assimiler quelque chose et de l'entraîner, on n'est pas en train d'attendre au moment de pratiquer les résultats les plus élevés. Par contre, quand l'entraînement a atteint les paliers qu'on s'était fixés en amont, et qu'on estime que maintenant, il n'y a plus de raison de régresser, là, la pratique, on l'attend de pied ferme. Il y a un peu de stress, hein. C'est un peu comme quand vous allez faire une compète, quand vous allez faire un combat, quand vous allez faire je sais pas quoi. Mais c'est un stress positif et j'adore voir l'excitation dans la tête Alors des fois, je les accompagne en call quand vraiment c'est le jour de la mise en pratique. Et évidemment, il y a des petits loupés avec le stress, etc. Mais c'est pas le problème parce qu'on sait qu'en fait, même si le stress vient polluer les premières pratiques augmentées, où il y a vraiment un gros gap en compétences, ça va suivre. C'était juste le temps de vaincre le trac. Et j'adore, moi, c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup et qui me rend heureux de faire le job que je fais, et c'est ce que je recherche. Et donc voilà. Donc je détaillerai peut-être un peu plus tard sur ce métier-là, sur ce que je fais. Mais ça faisait longtemps qu'on me demandait de rentrer plus en détail plutôt que de voguer sur la surface. Donc j'espère que je l'ai fait correctement aujourd'hui, que vous comprenez un peu mieux quel est mon job. Évidemment, je fais d'autres choses. J'accompagne des entreprises sur leur force de vente globale, sur leur stratégie outbound, sur même leur stratégie inbound parfois, sur leur stratégie de contenu, sur leur branding, etc. J'aime bien faire du cas par cas avec les entreprises parce qu'aucune entreprise n'a le même problème que l'autre. Mais ce qui me passionne le plus, c'est intervenir dans une force de business development ou de vente et faire x2 sur les scores au bout d'un an, en ayant implémenté la discipline de l'entraînement, en ayant identifié points forts et points faibles, et en ayant maximisé les points forts et éteint les points faibles. Alors ça, c'est aussi quelque chose, je passe très rapidement là-dessus, mais on pourra en reparler. Je pense que la bonne stratégie, c'est d'augmenter, de maximiser les points forts, et pas de rattraper absolument ces points faibles pour en faire des points forts. Quand c'est possible, faites-le. Mais la seule chose que vous avez à faire vis-à-vis de vos points faibles, c'est 1, d'en avoir conscience, 2, de les empêcher de vous nuire et de les empêcher de vous impacter, et 3, si vous pouvez les désactiver dans le temps, en trouvant des feintes ou en trouvant de quoi remplir le trou petit à petit, faites-le. Mais par contre, maximisez vos points forts. Moi, c'est en tout cas la stratégie que j'adopte, et c'est celle qui paye le plus avec les sales et les bizdev. L'inverse n'a pas payé, je peux vous le garantir. L'inverse n'a jamais payé, et beaucoup plus pénible et beaucoup moins excitant et motivant à pratiquer. Donc voilà. Et moi, j'aime bien avoir une stratégie globale à délivrer dans les boîtes, parce qu'en général, c'est ce qui a le plus d'impact à long terme. Et ça fait plaisir quand on voit des boîtes. Alors moi, j'ai mon petit péché mignon, c'est les boîtes qui fonctionnaient bien, qui se sont un peu modernisées par la force des choses, par défaut, et qui ont commencé à se casser légèrement la gueule. Hein. C'est pas dramatique ou en faillite, et à qui on arrive à redonner une impulsion et un rebond dans le chiffre, parce que c'est beau de voir des boîtes faire perdurer leurs histoires et traverser un peu les époques. Maintenant, quand je fais ce que je peux et que j'amène mon aide à une jeune entreprise, une jeune start-up ou une jeune PME, c'est aussi très cool de voir des gens découvrir qu'en fait, non seulement ils avaient raison de faire ce qu'ils font, mais ça ils le savent déjà parce qu'ils sont souvent passionnés par le projet qu'ils ont monté, qui leur a demandé déjà beaucoup d'abnégation, mais le marché est bien en rendez-vous, et la rémunération est bien en rendez-vous, et le potentiel de tout ce qu'on va pouvoir créer grâce au chiffre d'affaires accompli par les sales et les bizdev est quasiment infini, etc. Et ça fait plaisir de participer à ouvrir les horizons, parce qu'encore une fois, 99% du taf, c'est eux qui le font. Moi, je suis le 1% qui vient leur dire pas dans cette direction, pas comme ça, pas maintenant, retravaillons ci, retravaillons ça. Ça demande du temps, ça demande de la connexion, du relationnel, mais c'est passionnant, et moi, c'est ce qui me nourrit au quotidien, et ça me permet en plus d'affûter mes lames. Et c'est pour ça que je continue à enseigner aussi dans des dimensions plutôt académiques, dans des écoles. Il faudrait que je donne un petit peu plus de choses collectives, pas des conférences. À la rigueur, utilisons le mot conférence, mais un peu pompeux, mais des cours un peu plus globaux. Moi, j'aime bien être en physique quand je peux. Je sais qu'on a l'ère du digital, et que si on ne fait pas des conférences 100% digitales 3 fois par semaine avec 100 000 personnes qui assistent, on n'est pas à la mode. J'ai plein de frérots qui utilisent ces leviers-là, et j'en suis ravi pour eux. Moi, le jour où ce sera possible de le faire, je le ferai si c'est pertinent, mais j'aime être au contact. Je suis quelqu'un du terrain. Et donc voilà, donc je finirai là-dessus. Je voulais finir sur autre chose, mais je ne sais plus du tout sur quoi c'était. Et du coup, c'est pas grave du tout. En tous les cas, c'était un super épisode de... Ah oui, si, je voulais finir sur le fait que voilà ce qui se serait passé si j'avais décidé d'arrêter l'épisode au moment où il a commencé à pleuvoir, en sachant que ça a bien plu, puis ça s'est arrêté. Là, je serais arrivé, mais depuis longtemps, mais j'aurais été sur le chemin de la route, blasé, énervé, comme j'étais un peu tout à l'heure là, quand vous m'avez vu au moment de couper.
et je me serais rendu compte qu'en fait, il aurait fallu continuer. Si j'avais continué et qu'il avait quand même plu, j'aurais fait ce que j'ai pu. Au pire des cas, j'aurais niqué mon matériel, ce que je me souhaite pas du tout. En tout cas, j'espère qu'il fonctionne. Et j'aurais été tout aussi énervé qu'avant. Je pense pas que ça aurait décuplé mon niveau d'énervement. Évidemment, ça aurait été un échec, mais j'aurais tenu ce rôle et cette cohérence interne d'aller au bout de ce que j'essaye de faire. Donc, ce que je veux vous dire par cette grande métaphore philosophique qui va devoir s'arrêter parce que j'arrive au bout de la route et il y a des gens, c'est qu'il vaut mieux s'obstiner, il vaut mieux tenir, il vaut mieux être persévérant, appelez ça comme vous voulez, être têtu, ce que vous voulez, parce qu'en réalité, ça fait moins mal de perdre quand on est têtu et ça fait beaucoup plus de bien de gagner. Pour vous donner un petit truc sur la fin. Allez, prenez soin de vous, exécutez des choses et on se reparle la semaine prochaine. T'es encore là ? Je sais pas ce qui t'a poussé à rester jusqu'au bout, mais justement, ça m'intéresse. Avant toute chose, si la balade t'a plu, abonne-toi. Vraiment. Si tu le fais, ça va me rendre heureux. Quand je suis heureux, j'ai plus d'inspiration. Et ça se ressentira dans les prochaines marches. Si t'es sur YouTube et que t'as un grand cœur, et je sens que c'est le cas, tu peux m'envoyer de la force et du feedback en commentaire. Et pour me suivre ailleurs, trouve-moi sur LinkedIn. Je m'appelle Basile Vierne. Basile avec un E comme empereur à la fin. Et Vierne, ça s'écrit V comme Viagra, I comme imbroglio, E comme essuie-glace défectueux, R comme rien ne sert de courir, il faut partir à point, N comme narcotrafiquant, et enfin E comme encore merci et à très vite pour un prochain épisode. Bise. Mais alors à qui parle-t-il à la fin ? À lui-même, paraît-il. Eh bien, on marche vraiment sur la tête, cher ami. Et si vous me dites en parlant, je vous en colle une.